Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous faire remarquer, voilà, à faire claquer un petit bonjour, un petit salut. Puisque moi en fait là je viens de lancer le chat sur mon smartphone, ce qui fait que je ne vous vois pas. Voilà, donc je vois un Zenek qui apparaît par exemple, voilà, donc c'est le premier. Salut Zenek, qui nous idiot. Si le son de ma voix est trop faible par rapport à la musique, là logiquement si tout se passe bien. Voilà, je vois Artalis qui nous dit on t'entend presque pas, ta voix est faible. Alors attendez, on va régler ça. Je suppose que c'est le son de la musique qui est trop fort. Donc on y va, on y va. Voyons voir un petit peu tout ça. Donc je vais drastiquement baisser la musique, je vais la diviser par deux à peu près. On va la mettre à 46, 9, 45, 47. Allez, on va pour 50. On la rend vraiment lointaine, 50. Est-ce que ça va mieux comme ça? Dites-moi. Artalis qui dit voilà c'est mieux. Oui. Oui, je pense que la musique était forte. J'attendais en fait que vous me disiez, parce que je peux pas être à la fois spectateur évidemment et comment on peut dire diffuseur? Je sais pas. Et streamer, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, grâce à vous, je suppose que ça va marcher mieux. N'hésitez pas si à un moment vous estimez que la musique est quand même trop forte, parce que j'imagine que les morceaux seront différents. Artalis me dit en direct que tu es fatigué, mais on ne dirait pas je suis fatigué. Je suis toujours fatigué. D'abord je suis vieux, hein, je suis. Bon, je vais bientôt mourir. Quand je vois tous les comédiens de doublage qui meurent, tous les acteurs qui partent, tous les gens de la génération, enfin tous les artistes de ma génération qui s'en vont, je me dis bah je suis le prochain quoi en fait. Donc ouais, forcément je suis fatigué, mais c'est pas bien grave. Voilà, au contraire même, ça m'en rend plus calme. Ouais, il y a toujours, si vous cherchez bien, il y a toujours un intérêt à tout en fait. Voilà. On me dit mais non t'es pas vieux. Ah vous connaissez pas mon âge, mais je suis pas tout jeune quoi. Mais oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulier la vieillesse, ça a bien changé tout ça. Avant on était vieux à 30 ans quoi. Donc maintenant ça va, on peut vivre un peu plus longtemps. Donc je vois qu'il y a du monde, voilà. Donc Atlas qui est là, il y a Artalis donc, il y a Paisible qui est là, il y a Clems qui est là, qui nous dit on veut Ayenke pendant 100 ans. Non, je crois pas, non. Ce serait beaucoup. Rien ne devrait trop durer en fait. Tout ce qui dure, finalement, a tort de durer. Durer, c'est travailler contre soi au bout d'un moment. Ça va un temps. C'est comme Dragon Ball Super, c'est comme One Piece, ça va un temps, puis après il faut s'arrêter. En fait, il faut savoir s'arrêter. C'est les artistes qui vieillissent, on en garde toujours une mauvaise image. Voilà, moi, Gainsbourg, j'ai pas une bonne image du personnage. Il a fini imbibé par l'alcool. Il a fini imbibé d'alcool et on aurait dit une espèce de déchéance à faire des morceaux qui n'avaient plus de sens. Alors qu'il avait commencé assez grand. Voilà. Donc il a fini Gainsbourg. Il a commencé Gainsbourg, il a fini Gainsbourg. Donc je suis pas très fan de la fin de Gainsbourg. Je sais qu'en France on l'adore, mais moi je suis pas. Je trouve pas que la fin de Gainsbourg soit un modèle de réussite, de splendeur. Voilà, et à côté de ça, il y a Jacques Brel qui s'est retiré avant de vieillir. Voilà, il est parti sur son île. Et du coup, on garde une image assez brillante de Jacques Brel. Donc il faut savoir s'arrêter. Voilà. Et on va garder une image, on va regarder Wano en tête, vous voyez, pour One Piece. Et c'est dommage parce que c'est clairement pas le meilleur arc. Donc j'aimerais dire à Oda, s'il te plaît, Oda. Voilà. Bah, c'est un peu comme Berserk. Hein. Berserk continue. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous faire, hein, puisque Miura n'est plus là. Mais voilà. Moi, j'aime bien garder en tête le Golden Age. Mais tout, et surtout les mangas d'ailleurs, tout devrait savoir s'arrêter. Les mangas ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas à quel moment. Toriyama le savait pourtant. Hein. Toriyama a dit voilà, Pré-Freezer c'est fini. Mais ils ont continué, on l'a forcé, on l'a converti, on va dire, on l'a convaincu. Et finalement non quoi. C'était effectivement, il avait raison. Ça, Freezer c'était le summum. Il fallait s'arrêter à ce moment-là. Il y a Light qui nous dit Oda doit en avoir marre de faire One Piece, plus de 20 ans à faire ça. Mais en fait, il le fait plus vraiment, hein, Oda. C'est terrible ce que je vous dis là, mais Oda, il dirige une petite équipe en fait. Il est même devenu vachement pote avec eux. Parce qu'ils vont dîner. En fait, il travaille pas tant que ça, Oda, ce qui est étonnant par rapport aux autres mangaka. Ils bossent, hein, évidemment. Mais ils ont trouvé un rythme cool. Ils se prennent pas la tête. De toute façon, c'est tout One Piece. Hein.
Donc non, Oda, il donne des instructions surtout maintenant. Voilà. Il a des gens, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui recopient son style. Il est entouré par 4-5 personnes qui savent parfaitement reproduire son style. Si demain Oda s'en va, on peut continuer sans lui, hein. Et c'est un peu comme Berserk, hein. Les gens sont surpris en se disant, oh, c'est bizarre, Miura est mort, mais les nouveaux chapitres sans lui, ils sont aussi bien dessinés. Bon, pas vraiment si vous avez l'œil, mais bon, si vous n'avez pas l'œil, si vous êtes pas, en fait, si vous avez jamais dessiné de votre vie, vous verrez pas la différence. Mais si vous savez dessiner, vous voyez bien que c'est plus vraiment Miura, mais ça fait complètement le taf, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se passer de Miura, c'est terrible, mais c'est vrai. Et c'est pareil pour la plupart des auteurs qui durent, en fait. Voilà, regardez Dragon Ball, Toriyama il meurt, et alors? Ça change rien, hein. Maintenant, il y a Toyotaro qui dessine. C'est comme ça. Voilà. Artalis dit avec beaucoup de philosophie, tout ce qui a commencé doit finir. On dirait les phrases toutes faites, vous savez, les punchlines des films américains. Zenek06 qui dit un jeu qui ne sait pas quand s'arrêter, c'est horrible. Ouais, tout en fait. Paisible dit bon appétit pour ceux qui mangent. C'est vrai, c'est bien d'y penser. Il y en a peut-être qui déjeunent à cette heure-ci. Qui se lèvent même peut-être, on ne sait pas. Donc, comme dirait Téléchat, hein, vieille émission des années 80, voilà. C'était bonne fête à chaque émission, à chaque épisode. Ils souhaitaient la fête de quelque chose. Mais ils inventaient un truc, quoi. Bonne fête à tous les balais, bonne fête à tous les. Donc voilà, bonne fête à tous les déjeuneurs. Je sais pas, il faut trouver un terme à toutes les personnes qui déjeunent. Bon appétit. Voilà, en tout cas. Ouais, comme dit Clem, c'est même sur Golgo 13, malgré la mort de son auteur. D'ailleurs, il y avait, si vous connaissez Manben, vous savez, c'est Urasawa qui a fait une espèce d'émission comme ça où il va interroger, c'est génial d'ailleurs. Il va rencontrer des auteurs et il y a un moment, il va voir l'auteur de Golgo 13, qui est une légende hein, au Japon, attention, hein. Golgo 13, c'est ancien. Golgo 13, c'est l'histoire d'un sniper, c'est très très vieux. J'ai un énorme bottin chez moi, j'ai un grand bouquin qui réunit en fait les meilleures histoires de Golgo 13 et croyez-moi, j'ai souffert en le lisant. Ça a beaucoup vieilli, je peux pas vous le conseiller, c'est pas très agréable à lire. Comme beaucoup de grandes légendes japonaises, hein, vous savez, au Japon, Doraemon, ça continue, mais Doraemon, c'est horrible, hein. Enfin, je suis désolé. Actuellement, essayer de regarder du Doraemon, c'est pas terrible. Détective Conan aussi, ça continue depuis des années, ça ne s'arrête toujours pas. Et aujourd'hui, c'est horrible. Lupin aussi, moi, j'adorais Lupin. Mais aujourd'hui, c'est horrible à regarder. Les trucs qui durent comme ça, c'est des zombies, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi Sazae-san, je crois, qui continue. Il y a, je crois que c'est Maruko-chan, un truc comme ça, c'est une gamine avec une robe rouge. Et c'est pareil, c'est des trucs Chibi quelque chose, Chibi Maruko-chan peut-être, je sais plus. Et c'est des trucs, c'est aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. Ça a plus de 1000 épisodes, ça ne raconte plus rien. C'est une entreprise en fait qui continue d'alimenter la machine et ça n'a plus de sens quoi. Doraemon aujourd'hui c'est horrible à regarder. Détective Conan c'est pareil. En manga, les 10 premiers mangas étaient cool de Détective Conan, mais déjà à partir du 11e, 12e, il n'y avait plus la même. Mais après c'est compliqué, hein. Raconter des enquêtes policières à chaque chapitre, je sais pas comment il a fait, Gosho Aoyama, il a été très fort, hein. Mais il a duré pendant 10 volumes, moi il a réussi à me tenir. Et puis après on sent que bon, bah, il répète des trucs, on sent qu'il n'y a plus d'idées quoi. Mais alors l'animé quoi, qui continue depuis, je sais pas, 20-30 ans, enfin c'est un truc qui ne s'arrête pas, c'est devenu terrible. Voilà. Ouais, Manben c'est vraiment bien, ouais. Il y a Tanatana qui dit trop bien Manben. Il y a un moment donc il va voir justement le dessinateur de Golgo 13. Et donc il y a le dessinateur de Golgo 13 qui est en train de dessiner une planche. Et c'est étonnamment, hein, j'aimerais dire coïncidence, c'est un portrait. C'est-à-dire que c'est une planche, mais c'est juste le personnage. Et il est là, il travaille doucement à faire ça, à faire son dessin. Et je peux vous assurer un truc. Là, j'ai pas de preuve, hein, mais je vous dis un truc, je vous l'assure quand même. En fait, l'auteur ne travaillait plus sur le manga. Il est venu parce qu'il savait qu'elle allait avoir une interview et il a fait celui qui dessine. Et on regarde le dessin, on voit bien que ça fait longtemps qu'il n'a pas dessiné. Je sais pas ça, je peux vous l'assurer. Le dessin n'est pas terrible. En plus, c'est un portrait, donc c'est-à-dire que voilà, il est plus capable de faire une case. Et donc voilà, il est là, il répond aux questions, mais j'étais un peu gêné en regardant ça parce que je l'ai ressenti à mort. Je me suis dit en fait, on voit bien que ils veulent pas le dire les mangaka, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, un manga, ça devient une entreprise, hein. C'est comme One Piece, hein. Et les gars, ils gèrent des mecs qui dessinent à leur place. Pourquoi? Ben parce que quand tu travailles sur One Piece depuis 20 ans, les types qui travaillent avec toi, ils te connaissent par cœur, ils sont capables de reproduire ton style à la perfection. Et c'est pareil pour tout le monde. Voilà. La question que je me pose souvent, c'est pourquoi Togashi n'a pas encouragé une équipe à reproduire son travail. Alors j'ai la réponse parce qu'en vérité, je crois que Togashi n'aime pas travailler avec les équipes. Et il trouve que souvent les assistants, ce qu'on leur demande, c'est assez ingrat.
que c'est pas toujours juste. Donc il est très humain Togashi et il aime pas trop ça du coup. Je pense que c'est le problème est là. En fait, si Togashi était rentré dans l'industrie, s'il avait fait comme les autres, aujourd'hui Hunter x Hunter continuerait et il aurait plus besoin de dessiner Togashi. C'est-à-dire quelqu'un dessinerait son style, lui il aurait juste à donner le scénar, à donner la direction comme le fait Oda, hein. Voilà. De toute façon, vous comparez les premiers One Piece, enfin même pas les tout premiers, mais vous comparez les One Piece au moment où c'était le mieux, c'est-à-dire au moment où il y avait un style encore assez académique, avec Wano, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est-à-dire que ça pourrait être complètement un autre dessinateur, ça n'a plus rien à voir. Wano est complètement déconstruit, les cases, les structures, elles sont complètement cassées, voilà. Paisible dit, il n'y a pas eu la notification de mon abonnement à INK, c'est curieux. Tiens, bon, il y a des... Vous êtes notifié sur Twitch? C'est bien. Mais j'étais même pas au courant. Ouais, je ne suis rien, moi. En fait, je ne regarde pas de vidéos sur Twitch, donc je ne sais pas comment ça marche. Zenek nous dit, en Occident, on fait 10 000 remakes. Au Japon, on fait continuer les licences pendant 10 000 ans. Deux écoles, même ambiance. Je pense quand même qu'en France, enfin en France, je pense qu'en Occident, on doit avoir des séries qui continuent. Là, j'en ai peut-être pas en tête, mais il n'est pas impossible qu'on ait des choses qui continuent depuis longtemps. Là, j'en vois pas, mais je suis certain qu'en cherchant bien, il doit y avoir des choses qui ne se sont jamais vraiment arrêtées. Ça doit exister. Vous savez, regardez Astérix, par exemple, hein, c'est pas une série animée, ok, mais c'est des albums de BD. Astérix ne s'est jamais arrêté finalement. Et d'ailleurs, je me demande s'il ne devrait pas y penser sérieusement à arrêter, parce que ça fait un moment que, déjà que Goscinny est mort, hein, c'était le scénariste. Uderzo, il a fait ce qu'il a pu, il s'est plutôt bien débrouillé hein, pour un dessinateur. Mais voilà, Astérix, c'est pareil, je sais pas si c'est vraiment intéressant de continuer. Il y a des BD, par contre, vous voyez, un contre-exemple, qui continue, qui se débrouille bien, je trouve. Spirou. Spirou, ça continue, mais c'est des auteurs avec des styles différents. Du coup, parfois Spirou est plus réaliste, moins réaliste, plus comédie, plus dramatique. Et ça, c'est plutôt une bonne idée en fait. Alors que Astérix continue et il essaie d'être toujours Astérix. Et je crois que c'est pas une bonne idée. Quitte à continuer, autant évoluer, hein. Et là, à la limite, je peux comprendre, parce qu'on n'est plus vraiment ce qu'on a été. Mais Astérix, il essaie d'être toujours lui-même, et je crois que c'est une mauvaise idée, parce qu'Astérix, il était surtout lui-même dans les années 80, 70-80, et donc aujourd'hui, bah, ça fait toujours 70-80. C'est du fait qu'il y a la famille, évidemment, de Duderzo et Goscinny qui soit derrière, qui veille au grain, comme on dit. Du coup, Astérix reste ancré dans ses vieux principes, dans son vieux classicisme. Donc c'est un peu la nostalgie qui fait que ça marche toujours. Et alors, ce qui est terrible, c'est que du coup, quand les albums sortent, il y a une certaine violence, c'est-à-dire c'est compliqué de plaire à tout le monde. Et donc il y a les anciens qui sont déçus parce que les nouveaux sont pas comme les vieux. Et puis il y a la nouvelle génération qui est déçue parce que bah, elle trouve ça trop vieux, elle comprend pas quoi. Donc je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Un paisible nous dit, je veux dire que je me suis abonné via Prime, il n'y a pas eu de notification, mais enfin pas grave, tout ne se passe pas comme prévu. Oui, c'est vrai que c'est curieux, mais en tout cas merci si tu t'es abonné. Donc voilà, une hola pour paisible qui s'est abonné à Prime, et effectivement ça n'a pas été indiqué. Donc si vous faites quelque chose qui n'est pas indiqué, vous le dites. Voilà, je ferai quand même, on vous fera une hola, une vague, une vague de remerciements. Gartalis qui dit j'aimais bien One Piece de la saga East Blue à Enies Lobby. Ensuite c'était la dégringolade. Je suis assez d'accord avec toi en fait. Moi je trouve qu'Enies Lobby c'est un peu la fin de One Piece. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, moi pour moi le plus grand climax de One Piece, c'est-à-dire que le plus grand moment de One Piece, ça va vous paraître surprenant, hein, mais c'est le moment où Luffy se bat contre Usopp. Voilà. Moi j'avais trouvé ça génial parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'audace, on va pas se mentir, hein. One Piece c'est quand même un truc très infantile, c'est vraiment, on sent que c'est pour les enfants. Oda n'a pas envie de choquer le jeune public. Et d'avoir deux héros qui se battent, c'est peut-être la plus grande audace qu'il y a eu avec la mort de Ace en fait. C'est les deux grands moments. Et voilà, tout ça se situe autour d'Ennis Lobby, etc. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que ça aurait dû s'arrêter. Et One Piece serait resté un bon manga, voilà. Mais ça continue pour des raisons commerciales. Et ce qui est horrible, c'est que du coup ça marche, parce que bah, quand tu continues, tu gagnes d'autres communautés, tu gagnes de nouvelles générations, donc elles s'accumulent. Les anciens restent par nostalgie, les jeunes du coup s'agglomèrent à la chose. Du coup tu as des chiffres qui augmentent. Mais c'est pas parce qu'il y a de gros chiffres que la qualité est là. Et beaucoup de gens confondent ça. Il y a des gens qui pensent que le succès est un dénominateur de la qualité, alors que pas du tout. Le succès est un dénominateur de la longévité. Le succès est un dénominateur du savoir-faire du merchandising. Le, le, le succès est un dénominateur de la volonté aussi, de vendre beaucoup. C'est-à-dire comme Dragon Ball Super, qui finalement n'est plus qu'un produit dérivé de Dragon Ball,
qui est là pour vendre des jouets. Donc il change les couleurs des cheveux. Donc à un moment c'est bleu, à un moment c'est rouge. Puis le niveau au-dessus, ça va être, je sais pas, doré. Et du coup, ça vend des jouets. Et c'est que des combines pour vendre en fait. Et donc les fans ne le voient pas. Et ils y croient, ils se disent ouais c'est génial en fait Goku maintenant il a les cheveux bleus etc. Ils se rendent pas compte. Mais tout ça c'est la Toei, c'est Jump qui s'arrange pour faire de l'argent sur le truc. Toriyama est trop vieux, il a plus envie de lutter contre ça. Et donc lui signe les papiers, dit ok, envoyez-moi votre truc, il en a plus rien à faire quoi. Et puis il se dit Toriyama, il vaut mieux que ça soit exploité au Japon qu'aux États-Unis. Parce que Toriyama, quand il a vu le film réalisé par les Américains, il a pleuré. Donc il s'est dit bah il vaut mieux un truc, quitte à continuer, il vaut mieux que ça soit fait pas au Japon. Donc c'est pas bon, mais au moins ça se ressemble. Goku ressemble toujours à Goku. Parce qu'aux États-Unis, Dragon Ball Evolution, bah, c'était pas une évolution, hein, c'était une régression en fait. C'était Dragon Ball Régression. Voilà. Comme dit Atlas, il n'y a pas beaucoup d'audace. Je crois que j'étais le premier à faire ce jeu de mots, je vous le dis. Voilà. Mais tout le monde le reprend, ça me fait plaisir. Parce qu'effectivement, oui, le gars s'appelle Audace et c'est pas de chance, il fait le manga le plus mainstream qui soit, quoi. Tout à l'heure, je lisais Kingdom. Les gens parlaient de Kingdom et ça me fait plaisir que j'entende un peu plus parler de Kingdom. C'est un bon manga, Kingdom. Si vous ne connaissez pas, allez-y, hein. Vous pouvez le lire. Et moi j'ai beaucoup aimé le début de Kingdom, je l'ai laissé tomber parce qu'ensuite il y a une espèce de road trip quoi. Les personnages partent sur la route et on part dans des guerres intestines chinoises et en fait je suis pas hyper fan de l'ambiance. Le manga est très bon en fait, mais la thématique ne me plaît pas. Voilà, moi les guerres chinoises c'est pas du tout mon truc. Mais en fait il est super bon le mec qui fait Kingdom, hein. Kingdom est un vrai bon manga. Là où One Piece, pour moi Oda il a surtout... c'est-à-dire qu'Oda est arrivé au moment où il fallait en fait. C'est une question d'opportunité. Et je trouve que Kingdom, par contre, le mec est vraiment doué. Voilà. On parle beaucoup de Berserk dans le genre manga, on va dire chiadé, le genre de manga très travaillé. Kingdom est très beau aussi, hein. C'est un chouette manga. Si jamais vous ne connaissez pas, allez-y. Donc je vais sur le chat, je regarde un petit peu ce que vous me racontez. La voix de Kingju, M de R. D'accord. Donc Kingju, je pense que c'est Kingju, le chanteur de Stupéflip. C'est Paris Match qui nous dit ça. Donc on a un média mainstream manipulateur qui est là, Paris Match. Non mais c'est joli Paris Match comme pseudo. Ça match bien, on va dire. Ah, Zenek nous dit par contre pour l'animé Kingdom, fuyez pour votre bien. Ben je l'ai pas vu, et donc du coup tu me fais peur. Ouais. Donc, mais j'ai vu qu'il y avait des films aussi. Donc quelqu'un a vu les films, et je crois qu'il y a eu 2 films au moins sur Kingdom. Si quelqu'un a pu voir les films, donnez-nous votre avis, cela nous intéresse. Il y a Zilba qui vient d'arriver, qui nous dit bien le bonjour tout le monde. Et Claes me demande où en es-tu dans ta lecture de Dan Dadan. J'ai pas encore commencé. J'ai euh, j'ai survolé pour l'instant. Je peux pas dire que j'ai vraiment commencé. Quand j'aurai lu plusieurs volumes, je pourrais donner un avis. Atlas nous dit Kingdom est une de mes envies d'achat. Je dois d'abord finir de prendre les JoJo. Il me manque la partie 4 et 5 Golden Wind, mais aussi SNK et aussi Sunken Rock. Trop de dépenses, mais après Kingdom. Ouais, les mangas, le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Dès qu'on se lance sur une série, ça coûte cher. Donc c'est pour ça que souvent je dis voilà, tel manga est cool, mais attention, un manga c'est un gros investissement. Et si allez lire des scantrad avant pour vous faire une idée, pour être sûr. Ne dépensez pas votre argent comme ça. Paris Match nous dit c'était un poisson d'avril, les live action Kingdom. Ça résume bien le truc. Voilà donc. Non, non, mais c'est pas un poisson d'avril, hein. Il y a bien des films Kingdom qui existent par contre. Voilà, si tu. Je pensais que c'était du second degré. Artalis nous dit Summertime Rendering, Time Shadow. Si jamais il y a des gens qui connaissent pas, je recommande. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, hein. J'avais été voir, ça avait l'air d'être une comédie avec un complexe temporel. Ça avait l'air intéressant, donc j'essaie de fouiller un peu plus tout ça. Ah, il y a un sur 10 qui nous dit apparemment Sawano a fait les OST de la saison 3 et 4 de Kingdom. Alors je sais pas si l'animé est vraiment pas bon, mais au moins il y a de bonne musique. Après la musique ne fait pas tout, mais ça aide. Voilà, une bonne musique, ça fait passer même un truc un peu médiocre. Si la musique est cool, c'est magique la musique. Je le dis tout le temps. Je vois Clems qui il est en train de discuter avec quelqu'un, mais je prends à la volée ce qu'il dit. L'avenir du manga avec Chainsaw Man.
Peut-être, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, j'avoue que... Bon, je suis pas un fan aveugle de Fujimoto, mais j'avoue que ça fait du bien, en fait, d'avoir un gars comme ça. C'est un peu c'est un peu lui que j'attendais. Ce gars-là, s'il avait fait son manga dans les années 80-90, il aurait pas dépareillé, en fait. En fait, c'est pour moi le retour avec Chainsaw Man principalement, mais le retour, enfin, l'arrivée d'un dessinateur comme Fujimoto, c'est surtout le retour en fait de la maturité. Parce que là, ça fait une décennie à peu près que le Jump, il est même un peu plus quoi. Ça fait quelques décennies que le Jump est redevenu ce qu'il était censé être à la base, c'est-à-dire un manga pour les petits garçons, enfin un magazine de prépublication pour les petits garçons. Vous voyez, pour shonen, hein, petit garçon shonen. En fait, moi, c'est pas de chance, j'ai découvert le Shonen Jump avec des mangas un peu plus adultes, vous voyez, comme Hokuto no Ken avec des gens qui explosent, JoJo's Bizarre Adventure, voilà, pareil, avec des gars qui se découpent, Senseiya, des gars qui se percent le corps pour se vider de leur sang, bref, des choses très violentes. Et pour moi, c'était ça le Jump. Et du coup, bah, il faut se mettre à ma place, quoi. Quand le Jump a commencé à s'infantiliser vers la moitié des années 90, ça a été de pire en pire, 90, 2000, 2010, 2020. Je me suis senti trahi, je me suis dit, ah, mais en fait, en vérité, c'est ça le Jump. C'est un truc pour les enfants. Shonen Jump, les petits garçons. Et de voir un manga de temps en temps un peu plus adulte, comme l'a été Death Note par exemple, ou comme les Chainsaw Man, ça me fait du bien. Voilà. Moi j'ai besoin de ça, parce que c'est pour ça que je lis le Jump en fait. Voilà. Il y a Zenek qui dit que l'anime Kingdom ne fait clairement pas honneur au dessin de l'auteur. Mais faut voir, parce que même s'il respecte pas vraiment le style de l'auteur, si l'anime est cool à suivre, il est pas forcément mauvais du coup. Parce que en même temps, le dessin de l'auteur, il est difficile à rendre hein, en animé. Bon, il y a Atlas qui nous fait de la pub de Baki. On a compris Atlas pour Baki. tu, tu peux, voilà, tu peux décélérer, tu peux enlever ta ceinture de sécurité, quitter la voiture Baki. Ça y est, elle roule, hein, elle a plus besoin de toi, elle a entendu. N'oublie pas que dire trop bien d'une chose, c'est finir par en dire du mal. C'est-à-dire que dire trop bien d'une chose, ça en fait du mal. Ça lui fait du mal, voilà, c'est mieux. Dire trop bien d'une chose, ça lui fait du mal. C'est pour ça que je passe pas mon temps à vous dire qu'Orion c'est le meilleur manga du monde, ouais. Ça finirait par lui faire du mal. Puis vous le savez, je pense. Si vous l'avez lu, vous le savez en fait, j'ai pas besoin de le dire. Donc Prototix nous dit, salut Prototix, Kingdom, la série animée, est beaucoup critiquée du fait que ce soit en 3D. Mais à part ça, il faut voir si c'est tout de même bien adapté. Ouais, c'est la question que je me pose. Paisible adore les OST de Sword Art Online. Sword Art Online, j'ai bien aimé le premier arc, la première saison, la première série. Le reste, par contre, enfin j'ai bien aimé. Elle est regardable, on va dire. Le reste, beaucoup moins. Je l'ai découvert au Japon, c'est marrant, parce que j'ai fait un seul voyage au Japon. Et c'est pendant ce voyage que j'ai découvert, ça passait à la télé, au Japon. Sword Art Online. C'est pas un truc que je recommande, Sword Art Online, mais on va dire que dans le genre MMO en animé, j'ai vu pire. Light nous dit j'ai pas lu Chainsaw Man, mais j'ai un peu peur que ce soit une sorte de Jujutsu Kaisen. Alors je vais être clair, hein, pas du tout. Pas du tout. Chainsaw Man, on aime ou pas, mais c'est pensé. Oui, 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 j'ose dire que Jujutsu Kaisen n'est pas pensé. Je suis désolé, mais j'ose le dire. En tant que scénariste, je vous le dis en tant que scénariste. Jujutsu Kaisen n'est pas quelque chose qui a été pensé. Je vois rien scénaristiquement qui a été réfléchi. Ou alors si ça a été réfléchi, alors bah, j'aimerais pas être à la place de celui qui a réfléchi ça. Donc je pense pas, non. Jujutsu Kaisen c'est une recette en fait. Ils alignent, c'est la recette du jump classique. Donc ça fait un truc très très palo, très faible. Si on veut juste se divertir, ça passe, Jujutsu Kaisen. Si on cherche quelque chose d'intéressant, c'est inintéressant. Si on cherche quelque chose d'intéressant, c'est inintéressant. Voilà. Je redis parce que j'étais pas sûr. Voilà. Chainsaw Man, non, c'est plus audacieux quand même. Voilà. Après, il faut aimer le style, hein, mais c'est plus audacieux. Et c'est déjà ça. Dans le jump, c'est déjà ça. Alors Thalys dit Shonen, c'est plus les adolescents, pas du tout. Shonen, c'est petit garçon. Dans le texte, c'est petit garçon. Parce que les adolescents, c'est pas des petits garçons. Non, Shonen, c'est pour les enfants. À la base, le Shonen Jump, c'est pour les enfants. Mais il se trouve que dans les années 80, ce qui marchait le plus, c'était les œuvres violentes à cause d'Hokuto no Ken.
Et du coup, ça s'est adulifié, comme on peut dire. C'est devenu plus adolescent, voire plus seinen. C'est devenu plus violent. Dans Dragon Ball, on avait, je sais pas, Piccolo qui s'arrache le bras pour le faire repousser juste avant. Enfin, il y avait, tout le monde voulait être Ken le survivant, même Monsieur Jojo Bizarre Adventure, même Senseiya. Du coup, ça saignait de tous les côtés, les personnages explosaient de tous les côtés. Il y avait une vraie violence. C'était vraiment, c'était punk en fait à ce moment-là, le Jump. D'ailleurs, en Occident, ça faisait peur à tout le monde, hein. Les parents, ils voulaient pas en entendre parler. Tout le monde était contre les mangas en disant c'est violent, etc. Et c'était la faute principalement à Ken le survivant, qui a été censuré en France, hein. Rappelez-vous que les dialogues ont été modifiés pour que ça passe auprès des enfants. Et donc tous les autres auteurs rêvaient d'être les premiers du Jump. Et il se trouve que c'était Ken c'est Hokuto no Ken qui a le record du temps resté en première place en tête du Jump. Voilà. Et donc tous les auteurs se disaient bah s'il est en tête, il faut faire comme lui. Et donc il y a eu une vague de mangas très violents, sachant que pourtant le Jump c'est pour les petits enfants, donc petits garçons. Shonen, c'est la traduction littérale. Et il se trouve que maintenant c'est réellement devenu ce que c'était censé être. En fait, je vais te dire un truc étrange, je suis pas un fan de no Ken, mais quelque part no Ken me manque. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une œuvre, et si vous voulez, mes espoirs reposent un petit peu sur Chainsaw Man. Je me dis que si Chainsaw Man marche, alors peut-être que les autres auteurs se diront bon, on va être un peu plus violent, un peu plus trash. Parce que quand je pense qu'il y a des gens qui vous disent que Jujutsu Kaisen c'est trash, moi je trouve ça incroyable d'entendre ça. Pour moi, Jujutsu Kaisen c'est mignon. C'est-à-dire que même dans les moments les plus violents, c'est mignon pour moi. Et ouais, c'est pas suffisant. Enfin, il faut beaucoup plus fort. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Il y a Drojoan qui dit mais après je crois que ce que tu critiques le plus c'est le genre Neketsu. Il y a plusieurs genres dans le shonen. Absolument. Et c'est même multigenre. Il y a même du shoujo dans le shonen. Le Neketsu parce que en fait shonen c'est un genre. Hein. Enfin c'est une tranche d'âge shonen en vérité. Ouais, Neketsu c'est un genre. Neketsu ça signifie sang bouillon en fait. Neketsu, c'est dans les années 80-90, c'était les histoires de Furio. Enfin, c'est né un peu comme ça en fait. C'est né avec des histoires de voyous japonais, des histoires de clans. Ce qui est drôle, c'est que quand on relit ce qui était réalisé dans les années 70-80, où c'était assez violent en fait, et qu'on voit aujourd'hui par exemple Tokyo Revengers c'est hyper doux à côté. C'est-à-dire que la violence, elle est complètement atténuée. C'est pas du tout violent en vérité. Et Neketsu, c'était violent. Hein. C'était vraiment des trucs. Je me souviens d'une. Il y a un, il y a un- il y a un personnage dans Bakuman qui fait du neketsu. Il raconte des histoires de voyous, justement. Et à un moment, il y a une scène où il y a un des voyous, enfin le personnage principal, prend un coup de couteau dans le ventre. Et la bulle, il en est hyper fier, le dessinateur. Dans la bulle, il dit j'aurais dû faire plus d'abdominaux, pour dire qu'il aurait dû avoir un ventre plus solide. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un badass, quoi. Il a pris un coup de couteau et il se soucie de ça, quoi. Et bah ça, c'est ce genre de choses on ne trouverait pas aujourd'hui. C'est-à-dire que les auteurs de Bakuman, en fait, on grandit avec un Neketsu qui était narré dans les années 70-80. Mais en fait, le Neketsu d'aujourd'hui, il est complètement soft. En fait, le manga, c'est beaucoup. Enfin, le manga populaire, attention. Hein, parce qu'au Japon, il y a énormément de mangas. Hein, il n'y a pas que le Jump. Mais le manga populaire, donc c'est principalement le Jump, c'est beaucoup Walt Disneyfié, en fait. C'est-à-dire que ça a beaucoup marché, ça a marché fort pour eux dans les années 80-90 avec Dragon Ball, avec Yu Yu Hakusho qui était qui a été le meilleur manga dans les années 80, enfin en 92. C'est un très grand manga, Yu Yu Hakusho. Hunter x Hunter aussi qui leur a ramené beaucoup de monde. Mais en fait, à la fin de Dragon Ball, vers la fin de Yu Yu Hakusho, ça a commencé à décliner le Jump parce que les gens commençaient à acheter davantage les volumes reliés et de moins en moins le magazine prépublié. En fait, ça marche moins bien pour eux. Et donc quand ça marche moins bien, bah, il faut s'adapter au public, il faut faire ce que le public veut. Et donc je dirais qu'il y a une tendance un peu prostitutionnelle, voilà, je le dirais comme ça, de la part du Jump, parce que le Jump ne veut pas mourir, tout simplement. Et avec Internet, bah là il y a le Jump Plus, par exemple, sur Internet maintenant, en fait le Jump est voué à mourir. Donc pour moi, on est en train de regarder la lente agonie d'un magazine qui fait du only fan, hein, pour rester sympathique, mais pour que vous compreniez, pour rester en vie, quoi. Mais voilà. Atlas nous dit, pour revenir sur Chainsaw Man, au début de sa parution à faire, j'avais hésité à l'acheter. Après que tu me l'aies vendu sur Twitter, j'ai essayé et depuis j'aime vraiment beaucoup le style de dessin et la narration de Fujimoto. J'ai une vraie impression de fraîcheur dans le milieu du shonen. Impression que je ne ressentais sur aucun manga shonen, plus ou moins récent. Oui, oui, c'est vrai que bah, tu cites One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia,
SNK et Demon Slayer. Et effectivement, là tu cites les mangas qui sont vraiment les mangas les plus académiques du Jump en fait. Voilà. Tu peux y ajouter Fairy Tail, tu peux y ajouter Black Clover, Deadly Seventeen. C'est des mangas qui ont été nettoyés à la javel en fait. Voilà, c'est ce que j'appelle les mangas javelisés. Ça tombe bien, hein. Bleach, ça veut dire javel en anglais. C'est à croire que Tite Kubo essayait de nous dire quelque chose. Voilà. Bleach, ça signifie javel. Et les gens peuvent se demander quel rapport. Mais tu vois ce que je viens de dire, ce sont des mangas javelisés. C'est-à-dire que ce sont des mangas, on a enlevé toutes les... S'il y a de la violence, on l'a retiré. S'il y a des choses qui peuvent faire réfléchir les gens, on les retire. C'est vraiment, il faut que tout le monde puisse lire ça sans se prendre la tête, en éteignant le cerveau. C'est un peu ce qui est devenu enfin, c'est un peu une partie du cinéma américain, voilà, avec Marvel, etc. Et c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et je le redis, le Jump, ils étaient en train de tomber. Pour eux, c'est pas le moment de faire des œuvres d'auteur, de faire des œuvres qui osent, de faire du Hokuto no Ken, parce que Hokuto no Ken, ça a été une œuvre vraiment problématique. Vous savez qu'il y a même, il faut savoir que, alors là c'est compliqué, mais les Américains, à un moment, les Américains, ils sont arrivés au Japon, vous savez, il y a cette espèce de, c'est bien connu, hein, les Américains se sont installés au Japon, ils ont eu des accords, il y a eu un accord d'assistance par exemple, c'est-à-dire que l'armée, enfin les Japonais ne pouvaient plus développer d'armée, et c'est les Américains qui étaient devenus l'armée pour le Japon, c'est-à-dire que si le Japon était attaqué, ils avaient un pacte d'alliance, c'est les Américains qui devaient les aider. Le pacte a été, il y a 2 3 ans, le pacte a été annulé, hein. Et les Japonais ne devaient donc étaient interdits de constituer une armée. Enfin, c'est pour ça que les Américains en fait avaient un pacte d'alliance. C'était pour empêcher les Japonais de refaire une armée. Et donc ils étaient surveillés par les Américains. C'est-à-dire que, par exemple, les Américains ont censuré des œuvres au Japon, mais c'est sérieux ce que je vous dis, hein, qui étaient des œuvres un peu virilistes, des œuvres qui, euh, qui pouvaient donner en longue vie aux Japonais de redevenir guerriers. Et Ken fait partie des œuvres qui ont inquiété les Occidentaux. Parce que c'est un peu c'est le retour de la virilité japonaise, Ken. Voilà. Et au Ken, au Japon, ça a été du coup ça a fait un tabac parce que les Japonais étaient en manque de ça. Voilà. Et donc l'histoire profonde en fait est très intéressante autour de la création des mangas. Ouais d'ailleurs oui, tout à fait. Tu me dis il fallait aussi rajouter Jujutsu Kaisen. Tout à fait, Jujutsu Kaisen est un manga complètement lisse. Alors le vrai drame avec Jujutsu Kaisen, c'est que c'est un manga qui s'annonçait comme pas lisse. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu mytho de la part de l'auteur. Enfin, mais je pense pas qu'il est, c'est pas fait exprès. Mais l'auteur se disait un descendant de Togashi. Je pense on a peut-être tous fait l'erreur de croire qu'il voulait dire par là qu'il allait perpétuer la façon de faire de Togashi, mais pas du tout. Il a grandi en lisant Togashi, mais on va être honnête, il a rien appris. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris Togashi en fait. Et donc Jujutsu Kaisen, c'est c'est plus proche de Bleach, en fait, Jujutsu Kaisen que du Hakusho, hein, ou de Hunter x Hunter, carrément. Voilà. Rajoine nous dit ça s'est amoindri, et ce sera toujours comme ça d'ailleurs, des montées et des descentes. Forcément revenir à un moment donné à ses origines. Bah disons que je pense que c'est surtout commercialement que le Jump n'a pas le choix. Ils ont une grosse concurrence avec les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regardait les chiffres, au Japon, les gamins passent plus de temps devant une console de jeu ou devant leur smartphone qu'à lire le Jump. À une époque, dans les années 80, vous preniez le métro au Japon, tous les enfants avaient un Jump dans la main. Enfin, pas forcément un Jump, hein, il y avait le Sunday, enfin, il y avait d'autres magazines de prépublication. Vous alliez dans des restaurants et vous aviez à portée de main des magazines de prépublication de manga. Vous pouviez lire des mangas partout. Aujourd'hui, vous prenez le métro à Tokyo et tout le monde a un smartphone dans la main. Même les consoles, ça a disparu. Et à une époque, il y avait envoyé des Game Boy, etc. Mais ça a disparu. Tout le monde a un smartphone maintenant. Et donc, je pense que le format papier du Jump va finir tout doucement par disparaître. Et je pense que les gens liront. Il va falloir attendre des smartphones qui fassent liseuse en fait, parce que là, c'est pas encore au point, quoi. Mais on y viendra, hein. Et donc, un jour, les gens liront les mangas sur leur smartphone. Ce sera peut-être du coup un nouvel âge d'or pour le manga. J'aime pas parler de nouvel âge d'or. Pour moi, l'âge d'or, c'était les années 70, 80, début 90. Et on peut parler d'un âge d'argent peut-être. Il y aura peut-être un âge d'argent. On y est peut-être déjà en fait. C'est-à-dire que l'âge d'argent, ce serait peut-être justement tous ces mangas javelisés comme Bleach, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Fairy Tail, Deadly Seventeen, voilà, tous ces mangas javelisés, c'est peut-être ça l'âge d'argent. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'argent, du coup, ça serait cohérent, commercial. Voilà.
Zenek nous dit c'est vraiment dommage ce lissage, surtout que le manga est à son meilleur quand il tente des folies et sort des sentiers battus. Je suis bien d'accord. Ce lissage et le lissage en général c'est pas cool. Mais là où c'est terrible, c'est que les mangas c'était quand même des œuvres extrêmement subversives. C'est-à-dire que le manga c'était des œuvres pour des enfants, c'était sexy, c'était violent. Moi j'étais heureux de rencontrer les mangas parce que en fait les mangas m'ont fait mon adolescence. C'est-à-dire que moi, en fait, la sexualité, non, sérieusement, la sexualité et la violence, c'est le manga qui me l'a enseigné, en fait. Et aujourd'hui, quand je vois le manga qui est, on dirait un petit gamin tout rose, tout gentil qui me sourit, bah One Piece, quoi, hein, des grands sourires tout le temps, je suis là, je comprends pas, quoi. Je lui dis, mais t'es qui, toi? Il me dit, bah, je suis le manga. Je lui dis, mais non, non, là, j'étais. Moi, je parlais avec un type, c'était une espèce de Bruce Lee hyper violent, voilà, et il me dit, non, non, maintenant c'est moi. Ah, bon, d'accord. Ben voilà, c'est une autre génération. Voilà, donc effectivement, il faut des changements, il faut des évolutions. Mais j'ai l'impression, j'espère me tromper, qu'on ne retrouvera pas en fait cette espèce de d'euphorie sexy et violente qu'il y a eu dans les années 80, 90. J'ai l'impression qu'on ne la retrouvera pas. Voilà. Et cette espèce d'explosion comme ça, de liberté, cette espèce de libertinage comme ça du manga, ça lui a fait beaucoup de mal aussi, parce que en Occident, les parents n'étaient pas du tout d'accord. Alors qu'aujourd'hui, les parents ont aucun problème avec les mangas. Donc là aussi, il faut voir ça, c'est qu'aujourd'hui, le manga est devenu acceptable. Il est devenu politiquement correct, tout simplement. Comme disait PC dans South Park, le directeur PC, quoi. C'est politiquement correct. Voilà. On ne sait pas. Après, je ne sais pas de quoi il fait l'avenir, hein. Peut-être qu'on se retrouvera avec des auteurs un peu plus trash. Quand on voit que Chainsaw Man ça fonctionne et que le grand public adore ce que fait l'auteur, hein, Fujimoto, je me dis bah pourquoi pas quoi. On va peut-être avoir un retour d'auteurs ouais, un peu plus badass quoi. Où c'est un peu plus violent dans leur tête, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien. Il y a Swam qui nous dit l'époque où on jetait les Jump et autres mangas comme on jetait les journaux papier. Mais je crois que les Japonais continuent de les jeter, hein. Le Jump c'est un journal hein, au Japon. C'est qu'ils le lisent et ils le jettent. Au Japon, si tu veux une série, il faut l'acheter en volume relié, quoi. Le Jump, c'est du mauvais papier en plus. C'est considéré comme sale hein, au Japon. C'est un vrai journal, quoi. Ça se lit, ça se jette. Et qu'en Occident, qu'on les garde. Je crois que j'en ai qu'un, moi, chez moi. Et il date de 1988, qui est une année importante pour moi. Je considère que 88, c'est un instant c'est une espèce d'époque charnière. Il y a 88-89, il y a la PC Engine qui sort, il y a toujours la NES qui triomphe. Il se passe des trucs en fait. Voilà. Moi, en fait, la période du jeu vidéo une des périodes parce qu'en fait, il y a plusieurs périodes du jeu vidéo que j'aime beaucoup, mais une de celles que je préfère, c'est la période PC Engine. Elle doit s'étaler de 89, 88-89 à 94, je crois. Si que je calcule 88, hein, je crois que c'est ça. 89 à peut-être 94. La PC Engine a eu une courte durée de vie finalement. Mais j'ai beaucoup aimé cette période. Et après, ben là, c'est parce que je suis un ancien, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect expérimental des jeux vidéo sur les ordinateurs. C'est-à-dire l'Amstrad, le Commodore 64, l'Atari ST et l'Amiga en Occident. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais un passionné d'un genre de jeu qui n'existait que sur ces machines. C'était des jeux d'aventure visuels, fixes. On avait une image et il fallait au clavier taper. En gros, on devait deviner ce qu'il fallait faire. Donc, mettons, vous avez une image avec, j'en ai déjà parlé, hein, vous êtes dans une forêt, sur l'image, vous voyez une forêt, et vous pouvez écrire, je sais pas, monter à l'arbre, aller au nord, aller à l'est. Et j'adorais ces jeux. Il y avait une espèce de. C'était des jeux de rôle déductifs, on va le dire comme ça. Il n'y avait pas de points à gérer, il n'y avait pas d'items, c'était juste du texte et des images. Et j'ai beaucoup aimé ces jeux-là. Voilà. Et il y en avait surtout sur Amstrad, parce qu'ils étaient en français en plus. Du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un Amstrad qui est pourtant pas forcément la meilleure machine qui soit. Mais pour ces jeux-là, il se trouve que c'était la meilleure. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Il y a 1 sur 10 qui nous dit je trouve que les scénarios des mangas populaires ressemblent de plus en plus à des scénarios de jeux vidéo. C'est pas faux. C'est pas faux. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ah, c'était le dernier Jurassic World. Voilà, qui m'a fait cette impression aussi. J'en parlerai dans la prochaine objection. Ouais, comme disent WOM, on est loin de Ryo Saiba et Ken Suryo, carrément, hein. Aujourd'hui, ça serait mal vu, hein. Mais moi, ça me manque. Ryo Saiba et Kenshiro me manquent en fait. Pourtant, j'étais pas hyper fan des deux, hein. Ça, je les ai lus, j'aime bien, hein, City Hunter, Hokuto no Ken, mais je suis pas, c'est pas du tout mes mangas de cœur, quoi. Mais il me manque, ouais. J'aimerais bien que Ryo Saiba et Ken reviennent, mais en fait, non, j'aimerais pas qu'ils reviennent parce que s'ils revenaient, ils seraient complètement édulcorés. Et ça serait plus haut en fait. Non, il faut qu'ils restent dans les années 80-90, au moment où il y a cette folie, quoi. Où on faisait
où les gamins ouvraient des bouquins dans lesquels on voyait des gens exploser avec du sang de partout, de la tripaille. Voilà. C'est, à mon avis, ça ne se reproduira plus. Zenek nous dit Fujimoto qui s'inspire de Cartman pour ses personnages, et il a raison. Cartman est un des meilleurs personnages de la fiction qui soit. Il a de bonnes inspirations, Fujimoto. Ah ouais, South Park, je vais vous dire un truc étrange, mais forcément il y a du South Park dans Orion, ça je vous le dis, hein. Bah, quand Nirki dit à Palk touche à ton cul, ces deux-là sont à moi, ouais, c'est South Park, hein, c'est sûr. Ah, moi je suis un mordu de South Park, hein, j'adore. Je vous le dis, je rachète, alors que les DVD, la qualité des DVD actuellement qui sortent est pas terrible, mais je les achète tous juste pour avoir la VF, parce que non, en plus d'adorer South Park, j'adore la VF. Pour moi, la VF, elle rend la qualité de South Park deux fois, euh, deux fois supérieure à l'original. C'est-à-dire que quand je revois un épisode doublé en français, j'ai beaucoup plus de plaisir que quand je l'ai vu en VO. Il y a Il2 qui nous dit c'est Katsuhiro Otomo. Donc Il2, c'est quoi? Une référence à Il est de retour, Stephen King. It, ça, peut-être. Il2 nous dit c'est Katsuhiro Otomo, dans une conférence publique de 2016 à Angoulême, dispo sur YouTube, qui disait que le manga était selon lui par nature une chose qui se place en opposition, ouais, au système politique qui est en place, quelque chose comme ça, tout à fait. Il dit que le manga est censé être subversif. Et je suis d'accord avec ça. Par exemple, Orion, mon manga est subversif. Voilà. Et si je fais pas un manga subversif, je fais pas de manga. Si c'est juste pour faire de l'argent et utiliser des combines pour que les gamins me donnent des sous et soient fans d'une espèce de vacuité mise en scène, ça ne m'intéresse pas. Un manga, s'il n'est pas subversif, pour moi, il n'a aucune raison d'exister. Voilà, comme ça règle le problème. Vous savez quels sont les mangas qui ne méritent pas d'exister. Swam nous dit, c'est marrant, étant né au milieu des années 90 et ayant grandi dans les années 2000, je n'arrive pas à comprendre cette nostalgie et cette fascination au sujet des années 80-90. Jeux vidéo, manga, écouter les gens qui ont grandi et vécu à cette époque, on croirait vraiment que c'était mieux avant. Mais en fait, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que on n'avait pas de manga en Occident. Il faut le comprendre ça. Je sais pas si tu peux, je sais pas, tu peux peut-être pas le comprendre, mais il n'y avait pas de manga. C'est-à-dire que le manga, l'animation japonaise n'existait pas. Est-ce que tu peux imaginer, il faut faire un vrai travail, hein. C'est-à-dire que le mot manga n'existait pas. La japanimation n'existait pas. Et on ne savait pas ce qu'était le Japon. Les gens confondaient Chine et Japon. C'est dur, hein, d'imaginer ça. Mais on ne savait pas. Walt Disney, en fait, c'était la seule chose qu'on connaissait. On avait des cartoons américains, on n'avait que ça. Et le jour où on a découvert qu'il existait une autre forme de narration qu'on ne connaissait pas donc au Japon, on est tous devenus fous. Parce qu'on a découvert que les dessins animés pouvaient être adultes. Et jusque-là, on ne pouvait même pas l'imaginer. C'est mes parents, quand ils parlaient de dessins animés, ils appelaient ça les Mickey. C'est va voir ton Mickey à la télé, regarde tes Mickey. C'était du niveau de nounours, quoi. C'était pour les petits enfants, les dessins animés. Voilà, c'est pour ça qu'avec le grand, par exemple, que vous allez pouvoir entendre pendant 5 heures aujourd'hui sur Patreon, dans ma nouvelle objection qui sortira à 14 heures. Et ouais, puisque pendant 5 heures, je vais vous parler d'Eric Legrand, avec des extraits de ses prises de parole, avec des extraits de ses doublages, etc. Et Eric Legrand dit qu'il est devant les mangas, qu'il ne comprend pas. Ça fait des années qu'il double les mangas, il ne comprend pas comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher. Et il dit j'ai grandi avec Walt Disney. Et quand je suis arrivé devant l'écran, le premier écran où j'ai vu un animé japonais, c'était Senseiya. Il a dit je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça violent, j'ai pas vu où était l'intérêt, j'ai trouvé ça moche. Et ouais, on a été matrixé par Walt Disney en Occident. Et Tex Avery, Walt Disney, Looney Tunes, Warner Bros. Company. Et quand les mangas sont arrivés, on a juste halluciné. On avait déjà Goldorak, etc. Mais c'était des trucs qui étaient retouchés par les Occidentaux. Alors, je vous rappelle que Goldorak, à la base, c'est un spin-off de Mazinger Z. Et en Occident, on ne nous l'a pas dit. On croyait que Goldorak, c'était une histoire à part. Donc ils ont changé le dialogue pour qu'on ne sache pas que Koji, qui s'appelle Alcan en français, soit en fait le héros de l'histoire, enfin était le héros de l'histoire. Voilà, et donc les, les, les animés qu'on avait en France étaient choisis, c'était des animés qui ressemblaient à du Walt Disney. Goldorak est un peu une exception, mais il faut se rappeler qu'on a eu du Tezuka, enfin le premier animé qu'on a eu en France, c'est Léo, le roi Léo. Et le roi Léo, hein, si plus tard il y a eu le roi Lion chez Walt Disney, c'est pas un hasard, c'est que ces deux œuvres, enfin c'est deux univers concomitants. Je veux dire, Walt Disney et Tezuka, il y a un lien quoi, entre les deux. Mais il a fallu attendre les années 80-90 pour avoir cette violence soudaine. C'est-à-dire que d'un coup, on a eu Senseiya,
On a eu Hokuto no Ken, on a eu City Hunter. euh, c- il y avait on avait la cinquième chaîne qui s'appelait la 5, a commencé à diffuser du hentai. C'est-à-dire carrément, il y avait des documents qui parlaient de dessins animés, qui étaient des dessins animés sexy. On découvrait ça, on ne connaissait pas ça. Donc, tu peux pas, tu ne peux pas enlever aux années 80-90 le fait d'avoir découvert une chose qu'aujourd'hui le grand public consomme comme il consomme des séries Netflix. C'est-à-dire que le manga aujourd'hui, ça n'a rien de nouveau. Les gamins grandissent avec. Ça n'a rien de surprenant. Dans les années 80-90, ça a été une bombe. Ça a été une explosion. C'est-à-dire découvrir qu'il existait des mangas sexy, etc., c'était impensable. Dans le club Dorothée, ils diffusaient Lamu. La fille, elle était en bikini. Aujourd'hui, un héros en bikini, on s'en fout, quoi. Mais dans les années 80-90, c'était choquant. Le club Dorothée, en fait, le club Dorothée, ils étaient complètement fous, hein. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, qui étaient à la base du truc, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, hein. Je le redirai tout le temps, hein, le club Dorothée, c'était un chaos total, le truc. Et donc, ils achetaient des licences, et après, ils les diffusaient, ils savaient même pas ce qu'ils diffusaient, quoi. Et donc, la MU, il y a je crois que ça s'appelait 50 millions de consommateurs, ils avaient fait des critiques acerbes en disant que c'était malade de diffuser un truc comme ça à la télé, qu'il y avait une fille qui était en bikini tout le temps, même au début, dans les premiers épisodes, elle perd son soutien-gorge, enfin, il faut comprendre ça. Ils en parlaient à la télé, les mecs, ils disaient, faut arrêter ça, quoi. On est en train de pervertir la jeunesse. On a connu, en fait, le manga violent, en fait, dans les années 80-90, le manga subversif. Et aujourd'hui, bah, les gamins, ils grandissent avec Demon Slayer, avec One Piece, qui sont des mangas adaptés pour les enfants. Donc évidemment, on peut pas. C'est deux choses, c'est deux chocs différents. Enfin, c'est même pas deux chocs, c'est un seul choc. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de choc, au contraire, ils sont coconnés en fait. On les prend, on leur dit regarde, tu as vu, le fils est le roi des pirates, il aime bien manger, même il mange plus que les autres, c'est drôle. Donc en fait, on enlace les enfants, on les attrape tendrement en leur disant regarde, installe-toi, c'est l'aventure, c'est One Piece. Je prends One Piece, mais c'est pareil avec Demon Slayer, hein, c'est pareil avec. Même Jujutsu Kaisen qui se targue d'être violent, c'est pas vrai, enfin, c'est la violence très édulcorée en vérité. Et même Tokyo Revengers, tout ça. Et donc les enfants sont accompagnés aujourd'hui. C'était pas le cas. Nous, on nous a lâchés dans un truc d'une violence incroyable. Et du coup, c'est vraiment pas comparable. Et du coup, il faut avoir vécu en fait les années 80-90 pour comprendre le choc. Voilà. Donc oui, il faut comprendre que quand quelqu'un parle des années 80-90, il parle d'un traumatisme en fait. On a été traumatisés nous. Il y a Axel Bam qui nous dit on est toujours matrixé par la vision et la narration Disney. Ils ont Star Wars, Marvel et ayant même et avant même de les avoir, Disney avait un indice de pénétration de 9 sur 10. 9 personnes sur 10 dans le monde ont déjà consommé un produit Disney. Oui, c'est certain, mais à ce moment-là, dans les années 80-90, il y avait un effet, on appelle ça l'effet ghetto. C'est-à-dire qu'ils avaient enfermé le Japon dans un ghetto, les Américains. Quand on parle du manga, culturellement, hein, on parle de l'effet ghetto. C'est-à-dire que le Japon, ce qui se faisait au Japon, restait au Japon. Et quand ça a commencé à sortir, c'est pas les Japonais qui ont fait sortir le manga. Eux, ils s'en foutaient, hein. C'est les Occidentaux certains Occidentaux qui ont découvert ça, dont j'ai fait partie, et qui ont commencé à tirer les trucs et à les montrer aux autres. Voilà, la première fois que j'ai montré Totoro à des gens, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc extraterrestre? Je me rappelle de gens qui avaient les yeux ouverts, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette animation de fou? Ça vient d'où? Et je leur disais c'est fait au Japon. Et les mecs ils s'asseyaient, regardaient ça, et ils étaient là, ils hésitaient à le dire. Vous voyez, je voyais qu'ils me regardaient et au bout d'un moment ils disaient mais c'est mieux que Disney. Et je leur disais oui. Et c'était incroyable. On a été, c'est un peu Matrix quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pris le manga, c'était la bonne pilule quoi. Et ça te réveillait dans un monde que tu ne connaissais pas. Moi j'ai connu ça. Quand j'ai lu Akira par exemple, moi j'ai grandi avec Tintin, avec Astérix, j'ai grandi avec Gaston Lagaffe. Je vous avais déjà raconté ça, j'avais une carte de bibliothèque et tous les mercredis je pouvais prendre des BD. Donc j'ai lu plein de BD de plein d'auteurs. J'en ai bouffé des milliers quoi des BD. Quand j'ai eu Akira entre les mains, que j'ai commencé à lire, et j'ai eu des comics. Je lisais Marvel, je lisais DC, je lisais Origin, je lisais Nova. Et quand j'ai eu Akira entre les mains, ça a été un choc terrible. Un choc, vraiment. Mais il faut l'imaginer, quoi. Je voyais ça, des personnages qui parlaient. Je me souviens dans les premières planches d'Akira, ça m'a marqué, ça. Il y a un des personnages qui tombe dans des détritus. Il est à moto. Ou il était en train de courir, peut-être. Et il se relève, et il regarde sa main, il dit putain, je me suis arraché la main. J'avais jamais vu ça, même dans les comics, ça parlait pas comme ça. Et c'est-à-dire qu'il parlait comme moi. Il parlait pas comme la version française
de Jojo's Bizarre Adventure, hein, où là c'est complètement stupide, parce que en fait c'est pas du tout, c'est pas naturel. Voilà, quand Jotaro dit je vais t'enculer à sec, ça fait pas naturel du tout. Personne dans cette situation ne dirait ça. Et les gens qui disent si c'est comme ça dans le manga, c'est pas vrai. C'est faux. Ils aimeraient que ce soit comme ça dans le manga. Vous savez ce que c'est, voilà. On déclare vrai ce qu'on dit, alors qu'on dit aimer la vérité. Donc ça signifie qu'on ment, mais on dit aimer la vérité, donc il y a un contresens. Et mais dans Akira, les jeunes protagonistes parlaient vraiment comme les. C'était pas, ils parlaient, c'était pas grossier, c'était pas ridicule. C'était le langage de la rue, le vrai langage, pas le langage des bons lieux, hein. C'était le langage de Monsieur Tout le Monde, quoi. Et rien que ça, c'était choquant. Ça faisait un choc, quoi. C'était très très bizarre, voilà. Puis Akira, ça parle quand même d'un LEP, c'est une espèce de lycée professionnel, avec des gamins qui sont là-dedans, avec des motos qu'ils volent. Ils sont en but avec les politiciens, qui eux manipulent des armes dans le dos du peuple. C'est extrêmement subversif, et c'est assez incroyable en fait, de voir ça à l'époque dans les années 80-90. Alors je trouve qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas un seul manga qui fasse autant, qui soit aussi subversif qu'Akira, quoi. Yasuo qui dit Bulma cœur, mais tu fais bien de le dire parce que Bulma, quand on la découvre dans les années 80-90 à la télé, pareil quoi, Bulma il faut s'en souvenir quand même. Bulma en fait c'est une perverse, hein, Bulma. Les gens l'ont oublié parce qu'aujourd'hui elle a été adoucie, hein. Bulma c'est devenu une maman, mais Bulma à ce moment-là c'est une perverse. Elle pense qu'il y a une chose, c'est à se trouver un petit copain. Et à chaque fois elle parle de petit copain, elle fait les yeux les yeux de la perversion quoi. C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est pas un petit copain juste pour lui faire des bisous, hein. Bulma, elle est comme ça. Voilà. Et ça, on l'a oublié, hein. Les gens qui regardent Dragon Ball aujourd'hui, Dragon Ball Super, Bulma, c'est une petite maman. Ah ouais, la Bulma que nous on a connue, c'est une grosse perverse. Et c'est d'ailleurs quand elle essaie de monter sur le nuage magique, hein, je vous rappelle que le nuage magique ne laisse monter que les gens au cœur pur, Bulma ne peut pas monter, hein. Donc Bulma, attention quoi. Ce que nous dit Toriyama, c'est que c'est une chaudasse quoi, Bulma. Voilà. Bulma, en vérité, en ce moment, elle est sur OnlyFans, tu vois. Elle vit sa meilleure vie et elle est millionnaire. Ça, c'est la vraie Bulma. Mais ça, si tu dis ça à un fan de Dragon Ball d'aujourd'hui, un jeune, il va pas comprendre, il va dire mais non, Bulma, non, c'est la maman. Mais non, t'as pas connu la violence des années 80-90. Alors, est-ce que c'était mieux avant sur ce point-là? Parce que moi, je suis pas d'accord avec le c'était mieux avant. Mais sur ce point-là, est-ce que c'était mieux avant? Ça dépend. Si tu aimes les œuvres violentes, qui choquent, qui n'en ressemblent à rien d'autre, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux, alors oui, c'était mieux avant. Mais si tu préfères les œuvres standards, les œuvres frileuses, les œuvres qui ont peur, les œuvres qui veulent plaire à tout le monde et du coup qui adoptent le bon ton, avec le petit personnage qui sourit tout le temps, bah là tu préfères les années fin 90 jusqu'à 2020 quoi. C'est une question de choix. Ouais, paisible, ça a dû être il nous dit ça a dû être unique de découvrir le Japon comme tu l'évoques. Oui, ça a été unique et surtout ça engendrait des passionnés quoi. Des gens qui ont été capables de créer des chaînes de télé comme No Life. Ça a créé des gens qui en ont fait leur métier. Moi je suis devenu mangaka. Ça a fait de moi un mangaka. C'était tellement violent que ça m'a bouleversé. J'en suis devenu mangaka. Et Naibi dessine, je scénarise. Si on n'avait pas connu ça, je pense que les gamins qui grandissent aujourd'hui avec One Piece, c'est un avis personnel, hein, mais je crois pas que One Piece va leur donner envie de devenir mangaka. Voilà. Au pire, ils vont faire des trucs pas très bien dessinés pendant quelques années, ça ira jamais trop loin, mais c'est pas un coup de poing qu'ils ont reçu. Et un coup de poing, ça change tout. Cette, voilà, il y a quelqu'un à Artalis qui dit Gun, mais Gun, les 9 premiers volumes, hein. Après c'est une catastrophe, hein. Enfin, après c'est complètement épuré, hein, encore une fois, hein. C'est le Gun des années 90 et celui des années 2000 n'ont rien à voir, hein. Donc les 9 premiers volumes de Yukito Kishiro, Gun, c'est une claque, hein. C'est une violence incroyable, une noirceur. La même Miura, il pouvait aller prendre des cours chez lui, hein. Moi, j'ai vu des trucs que je trouvais plus violents dans Gun que dans Berserk, hein. Les 9 premiers volumes de Gun sont incroyables, de noirceur en plus. C'est surprenant, hein. Il y a un personnage qui s'appelle Makaku, qui est un bad guy, et en fait, ça ressemble à une espèce de ver, et il est capable de voler les corps des autres. Donc c'est assez horrible, quoi. Il se glisse en eux et il leur arrache la tête et il prend leur armure, quoi. Il prend la place de la tête. Et à un moment, il est en train de mourir et on voit son enfance. Et en fait, c'est un bébé au-dessus d'un caniveau. Et les gens ne veulent pas de lui, quoi. Donc ils le jettent et il se dissout. Il est en train de fondre dans l'acide. Et il dit finalement, je ne suis rien, je vais mourir. Je suis venu au monde, mais personne ne se souviendra de moi. Et il se fait récupérer par un scientifique fou.
qui s'appelle Destinova, qui en fera ce qui va avoir une. Destinova va rester pendant longtemps. Il y a beaucoup d'histoires avec Destinova. Et c'est super intéressant, quoi. Et ce personnage, voilà, il a un passif horrible. C'était incroyable, Gun. Quand on lisait ça, c'était d'une violence. Même Jojo, voilà. Jojo, c'était à ce moment-là, c'était Stardust Crusaders. Et Stardust Crusaders, c'est l'arc le plus violent, en fait. Les personnages sont plus musclés parce qu'à l'époque, il regardait les films américains, Araki, il regardait donc les Rocky, les Terminator. Et même le cinéma américain était plus violent à ce moment-là. Terminator, c'était très violent. Terminator 2, il a été Walt Disneyfié, hein, mais le premier Terminator, il était glauque, hein. Et en fait, tous les auteurs, les lecteurs, on grandissait avec un cinéma qui était plus violent, et ça a disparu aujourd'hui. Voilà. Il y a Artelis qui me dit ouvre un Discord et montre-nous tes anciens dessins. Je doute de faire ça un jour. Peut-être qu'un jour je me remettrai à dessiner, mais mes anciens dessins, ils sont bien dans le passé. J'ai pas envie de les revoir. Ouais, il y a Nico qui dit Fatal Fury, Street Fighter, Tekken. Et encore, bon, Tekken d'abord, c'est vachement plus récent. Street Fighter, ça doit être 91, je crois, Street Fighter. Street Fighter 2, hein. Mais parce qu'il y a un Street Fighter 1, le premier Street Fighter, peut-être c'est 89. Et Tekken, c'est hyper récent en fait. Enfin, c'est hyper récent, c'est début 90 Tekken, je crois. Ça doit être fin, milieu 90 Tekken. Mais Fatal Fury, pareil, ça c'est arrivé plus tard. Mais Street Fighter, c'est vieux, ouais. Street Fighter était un des premiers trucs. Je pense que Street Fighter, c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait que c'est encore aujourd'hui la série emblématique. Street Fighter, ça a été cette violence justement des années 80-90, puisque ça doit être 91-92. Je crois que c'est 91 exactement, l'arrivée de Street Fighter en arcade. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent 92, mais c'est une erreur, c'est 91. Et Street Fighter 2, ça a été. Parce que Street Fighter 1 est passé assez inaperçu en Occident. Et Street Fighter 2, c'est bah voilà, c'est cette violence étrange qui arrive en même temps que Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, City Hunter, Ken le Survivant, etc. Ouais, il y a un pic de violence, mais moi je dirais que c'était une saine violence, c'était une violence subversive qui était intéressante. Il y a Zo qui me dit c'est con que tu fais la plume noire en jeu de plateau. C'est pas prévu, mais pourquoi pas. Si je trouve des gens que ça intéresse, on pourra y travailler un jour peut-être. Paisible dit je suis curieux de découvrir Gun maintenant. Mais ne fais pas l'erreur hein, de lire les nouveaux, hein. Il faut chercher les 9 premiers qui ont été faits dans les années 80-90. Parce qu'après il y a eu je sais pas combien, 10 ans qui sont peut-être passés. Puis après il y a une nouvelle série Gun. Et elle est absolument inintéressante. C'est complètement désolé hein, s'il y a des fans, mais elle est complètement javelisée. Voilà. Elle est bleachifiée. Ishin me dit Ayenke, j'ai envie de découvrir les Évangélions, tu me conseilles manga ou film? Non, pas le manga, puisqu'il est très bien le manga, mais le manga c'est une réinvention de la série. Non, il faut voir la série. Tu regardes la série jusqu'à. Et tu regardes tu regardes toute la série, et ensuite tu regardes les trois films Death and Rebirth et The End of Evangelion. Voilà. Et tu auras vu le meilleur. Et après, si vraiment tu es très fan, tu peux t'amuser, mais ça n'a plus rien à voir. Tu peux regarder ce que j'appellerais l'univers étendu, tu peux regarder ce que j'appellerais l'exploitation de licence, c'est-à-dire les remakes qui ont été faits par Anno, qui sont beaucoup moins intéressants que la série, mais qui sont jolis techniquement. Et le manga, parce qu'il est fait par un très bon auteur, qui s'appelle Sadamoto. Et il est cool le manga. Mais il y a des choses très différentes. Voilà, ils ont fait péter des anges, par exemple. Il y a des anges en moins, parce que bah, tu peux pas tout raconter dans un manga. Mais la fin est un peu différente aussi. Donc voilà, il est amusant le manga. Et il est très bien dessiné. Sadamoto était très fort. Yoshiyuki Sadamoto, c'était un auteur dont on ne parle plus beaucoup, et pourtant il a fait des choses incroyables. Il travaillait à la Gainax en fait. J'avais eu la chance d'avoir un artbook du gars entre les mains, et à l'époque c'était un artbook sorti au Japon quoi. Et je me rappelle d'une planche où il avait dessiné des motos, il avait représenté la moto d'Akira. Putain, c'était super ce qu'il avait fait. Très bon dessinateur. À qui on doit beaucoup d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Nadia, le secret de l'eau bleue. Voilà, c'est Sadamoto qui est au design, et on lui doit beaucoup sur cette série. Voilà. Et je rappelle que Nadia est sûrement un des premiers personnages de fiction au Japon, on va dire métissé. Voilà, parce que je sais qu'en ce moment il y a des gens qui aiment bien se vanter de ça. Voilà, le Japon, faut pas réduire le Japon comme on le fait en Occident, attention, il y a eu beaucoup de choses au Japon. Ça m'amusait de dire qu'un produit fait, alors en plus là, le produit que j'ai en tête, c'est un produit fait par des Américains. Et comme le dessinateur est français, ils nous vendent ça comme un truc francophone, donc c'est une vraie arnaque. Donc c'est des Américains qui essaient de s'immiscer dans le game du manga.
Donc voilà, ils vont être bien reçus. J'ai vu d'ailleurs que ça avait bien commencé. Et donc essayer de vendre un manga en disant que c'est le premier manga avec une héroïne black, c'est assez insultant pour le Japon, qui est très ouvert là-dessus. Enfin, voilà, au Japon, il y a des mangas, il y a eu des mangas sur tout. Vous cherchez chez Tezuka, il y a un manga où c'est le héros, il est homosexuel, il viole les gens, il est psychopathe. Voilà, les Japonais n'ont aucune limite là-dessus. Il y a Exalbam qui dit en parallèle, de plus en plus de choses sont à présent qualifiées de violentes. Oui, c'est pas faux ce que tu dis. Du coup, c'est le champ de la non-violence qui devient de plus en plus étriqué. C'est pas faux ce que tu dis, Axel. Effectivement, il y a de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pointe du doigt une violence qui n'est plus vraiment une violence, en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on critique la violence des mangas, c'est plus pour critiquer les mangas, parce qu'en fait, ils sont plus vraiment violents. Ah, il y a Tanatana qui me repose une question. Tu avais lu le one-shot de Death Note? Oui. Qui avait sorti au bas et au bata en 2003 dans le Jump, 3 mois et demi avant la sortie officielle. Il est présent dans le tome 13. Oui, je l'ai lu. Je pense que si tu veux mon avis, il est complètement dispensable. Voilà. Death Note, je le redis, s'arrête à la mort de L. Voilà. Le reste est dispensable. Autant la suite, et encore plus les one-shots. Axel Baum nous dit, j'en ai parlé avec un philosophe, sa définition était la violence et l'usage illégitime de la force. Oui, on peut le dire comme ça, mais c'est un peu comme l'intelligence. Il y a d'autres définitions qui sont pas inintéressantes de la violence. Mais oui, c'est une bonne définition. Paisible nous dit, c'est noté pour Gun. Ah bah très bien. Axel Baum nous dit, la violence implique donc une notion de légitimité ou d'illégitimité. Oui, 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 bien sûr. Mais ça, c'est un pan de la violence. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de violences. Parce qu'il y a des violences systémiques. Euh, il y a, euh, il y a des violences qui se font juste avec ne serait-ce que la couleur de tes vêtements ou ta façon de t'habiller. Il peut y avoir une violence. Donc c'est très compliqué la violence en fait. Il y a des violences au travail. C'est-à-dire sur les lieux de travail, tu peux avoir des violences qui sont. Tu vas pas les percevoir. Tu vas pas être bien sans comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une pression qui est exercée subtilement sur toi. Et ça porte un nom. Voilà, il y a aussi ce qu'on appelle la violence symbolique. La violence symbolique, c'est les violences entre castes. En France, il n'y a pas de caste, et pourtant il y a des castes. C'est-à-dire qu'en France, selon ton statut social, tu vis pas de la même manière, et tu juges pas les autres de la même manière. Et donc c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, parce qu'il a, je sais pas moi, il va se garer à côté de toi et il a une voiture qui coûte 100 fois le prix de la tienne. Quand il va sortir, il va te regarder, il y a une violence symbolique. Il sait que naturellement pour lui, tu as moins de raisons d'exister que lui. Voilà, c'est-à-dire que tu as moins de raisons. C'est-à-dire que si toi tu meurs, c'est moins grave que si lui meurt. Parce que lui, il a beaucoup d'argent, donc possiblement il est chef d'entreprise, possiblement il donne du travail à des centaines de personnes. Toi, tu n'es rien. Donc il y a une violence symbolique, elle est importante aussi celle-là. Voilà. Parce que ce dont tu me parles, philosophiquement, ça parle plutôt de l'action de la violence. Parce qu'effectivement, l'action de la violence, c'est la violence. C'est-à-dire que l'action de la violence, c'est-à-dire que le fait effectivement d'agir de manière brutale là où on ne devrait pas le faire, c'est une violence. Puis il y a l'ultra-violence, qui est dans la violence qui a été initiée dans la fiction dans Orange Mécanique. Il y a l'hyper-violence, qui est la violence brutale. Je trouve qu'aujourd'hui d'ailleurs les films font plus dans l'hyper-violence. Parce que c'est une violence qui est plus acceptable. C'est pour le dire simplement et de façon amusante, l'hyper-violence, c'est la violence d'Obélix. Voilà. Obélix, vous voyez, quand il est face à un Romain, il écrase son poing sur la tête du Romain, le Romain s'enfonce dans le sol. C'est violent, mais en vérité, on voit pas grand-chose. Ça, c'est l'hyper-violence, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'anagramme d'Obélix, c'est Hillbox. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et, euh, et, euh, et, euh, et aujourd'hui, les Marvel, par exemple, c'est plutôt de l'hyper-violence. C'est-à-dire que on prend un personnage, on l'écrase dans un mur. L'ultra-violence, c'est une violence. Akira, c'est de l'ultra-violence. C'est une violence plus réelle, en fait. Plus maligne. Plus réfléchie, plus cérébrale. Axel nous dit, si je reprends ce que tu dis, Death Note s'arrêtant à la mort de elle, c'est donc une histoire où le méchant gagne. Mais oui, tout à fait. Et ça fait du bien, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des histoires où les méchants gagnent. Oui, c'est une histoire où le méchant gagne. Et d'ailleurs, moi je dirais pas le méchant. C'est une histoire où l'antagoniste gagne. Parce que dire ce qui est gentil méchant, déjà, bah, c'est se poser
on juge. Et donc c'est sous-entendre que notre façon de penser est la bonne et qu'on est dans l'axe du bien, ce qui est une très mauvaise chose parce que se définir comme l'axe du bien, c'est faire ce que faisaient les nazis. Et oui, parce que les nazis, hein, il faut se rappeler qu'ils voulaient épurer le monde, hein, pas détruire le monde, ils voulaient épurer le monde pour le rendre meilleur. Et ouais. Donc les nazis qui sont pour moi des antagonistes, parce que de mon point de vue, les nazis, c'est le mal incarné. Et, ouais, tu vois, mais je peux pas dire les méchants et les gentils. Donc oui, Killa est l'antagoniste de elle. Mais on pourra avoir des débats là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a qui est vraiment, qui représente le bien dans Death Note. Enfin, c'est pas une question de bien d'ailleurs. Qui est l'antagoniste et qui est le protagoniste presque, tu vois, parce que il y a des gens qui te diront mais Killa, finalement, il a fait ce que beaucoup de gens feraient à sa place, c'est-à-dire que il a essayé d'éradiquer le mal en passant au-dessus de la justice établie par la société. Et elle représente la justice admise et établie et avérée et on va dire utilisée par la société, par le système. C'est-à-dire qu'elle représente le système. Moi, je préfère elle, Aquila, personnellement. Mais là, c'est pas idéologique. Je préfère le personnage. En idéologie, moi, je suis plus pour l'ordre. Donc, effectivement, du coup, je suis d'accord avec elle. Voilà. Personnellement, j'aime l'ordre. Mais l'ordre, c'est la droite. C'est compliqué, hein. Du coup, la droite, c'est les fascistes. C'est Marine Le Pen, hein. Parce que tu sais, on aime bien faire des raccourcis. La droite, ça ressemble à l'extrême droite, alors que la droite et l'extrême droite, ça n'a rien à voir. Voilà. Et les extrêmes, si on part du principe que les extrêmes sont en fait toujours les antagonistes, il y a aussi des extrêmes de gauche. Par exemple, les gens de gauche qui refusent de laisser parler les gens de droite. Donc c'est-à-dire que si les gens de droite n'ont pas le droit de débattre, c'est une forme d'extrémisme, hein. Et refuser le débat à quelqu'un, c'est quelque part aller contre la liberté d'expression. Le principe de la politique, le débat, débattre, donc ne pas se battre, débattre, c'est discuter. Quand un parti dit qu'un autre parti n'a pas le droit de parler, c'est un parti extrémiste. Et donc c'est un antagoniste et plus un protagoniste. Quand on définit qu'on est l'axe du bien et qu'on empêche les autres de parler en disant nous avons raison, nous sommes l'axe du bien, on devient l'axe du mal. Ouais, c'est subtil tout ça, mais pour ceux qui n'ont pas bien compris, en vieillissant, vous comprendrez. Et les gens qui disent qu'ils sont le bien, en général, ne le sont pas. Déjà, quand on se définit comme le bien, il y a un problème. Il y a un problème cérébral, il y a un problème pathologique. Il faut faire attention à ça. Elvinsky nous dit l'ultraviolence, c'est plutôt une violence physique qui s'inscrit dans le réel. On peut le voir comme ça aussi. Mais dans la fiction, je dirais que c'est aussi une violence qui n'est pas faite pour se désamorcer. Parce que la violence, aujourd'hui, on a peur d'être violent. Ne serait-ce qu'au cinéma, pour des raisons commerciales, on ne veut pas que lorsqu'on réalise un film, vous savez, il y a vous avez un sceau légal qui se pose sur le film, qui empêche le film, par exemple, d'être diffusé pour un jeune public. Donc quand vous allez voir le film, on vous mettra voilà, interdit au moins de 16 ans, etc. Et pour des raisons commerciales, on ne veut pas que les films tombent sous ce coup-là. Donc on préfère faire de l'hyperviolence, qui est une violence plus grossière, en fait. L'ultraviolence, je vais vous trouver un exemple d'ultraviolence. Il y a un film que vous devez tous connaître qui s'appelle Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a une scène à la fin où un personnage est face à un détenu allemand qu'ils ont laissé partir vers le début du film et ils se retrouvent ensemble, ils se retrouvent à la fin. Et il y a un groupe de militaires qui voulaient tuer cet Allemand et quelques-uns ont dit non, il faut le laisser partir parce que sinon on est comme eux. Si on le tue, on n'est pas mieux qu'eux et le laisse partir. Et à la fin, cet Allemand retrouve le gars qui voulait le tuer, qui lui était pour qu'on le tue. Donc cet Allemand ne tue pas celui qui voulait le laisser partir, mais il s'en prend à celui qui voulait le tuer. Et il le tue en lui enfonçant un couteau dans le cœur, et il lui enfonce doucement. C'est-à-dire que le mec est en train de mourir, la lame s'enfonce doucement entre ses côtes, et pendant ce temps, il a le visage de cet Allemand tout près du sien, et il lui parle en allemand. Et il enfonce doucement Ça, c'est de l'ultra-violence. C'est une violence qui est pensée. C'est-à-dire qu'elle est scénarisée, et donc elle est elle est inquiétante. C'est pas juste je te mets une. Oui, Dragon Ball, c'est de l'hyperviolence. C'est des mecs qui se mettent des taquets dans la tête. C'est Astérix, quoi. Vous voyez. Donc c'est pas de la vraie violence. L'hyperviolence, elle est dérangeante parce qu'elle est pensée. En fait, elle est psychologique. Il y a Espace qui nous dit quand tu essayes vraiment de faire le bien, tu sais que ce n'est pas si évident, donc tu as un peu de modestie. Donc tu ne te déclares pas de manière pompeuse comme le bien. Bah, déjà, quand tu veux faire le bien,
tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent. Déjà, ça commence par là. C'est-à-dire que donc tu ne dis pas je suis le parti de, je sais pas, le parti des roses, on va dire. Tu ne dis pas je suis le parti des roses et rejoignez mon parti, parce que ça c'est de la manipulation. Tu ne dis pas aux gens votez pour les roses, parce que c'est de la manipulation. Donc ça c'est pas du bien, hein. Ça c'est un système militariste en fait, idéologiquement militariste. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'organisent et qui vont, pour pouvoir s'organiser et avoir le droit de le faire, prétexter que en face c'est l'axe du mal. C'est-à-dire que tu définis qu'en face de toi, tu as le mal, comme ça tu peux te permettre de diriger les autres. Et les autres sont d'accord avec toi, puisque tu les as matrixés, tu leur as dit en face c'est le mal. Ça, c'est des combines en fait. Par exemple, Marine Le Pen, qu'est-ce que Marine Le Pen a fait de mal? Historiquement, hein, donc scientifiquement, au niveau des faits, qu'est-ce que Marine Le Pen a fait de mal? Rien. Rien parce qu'elle n'a jamais eu le pouvoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est si elle a le pouvoir, elle va faire le mal. Mais d'abord, on n'est pas devin. Ensuite, quand on voit son programme, c'est un programme qui n'est pas pire que celui de Macron. Donc avoir Macron, Marine Le Pen, manifestement au niveau des programmes, ça ne change rien. Si on peut voter pour Macron, ça veut dire qu'on peut voter pour Marine Le Pen. C'est les mêmes. Si d'un point de vue capitaliste, si on analyse la situation, on se rend compte que Marine Le Pen, la famille Le Pen, en fait, c'est une famille d'héritiers qui ont touché de l'argent, donc c'est des gens qui font fructifier leur argent, donc c'est des entrepreneurs, c'est des businessmen ou une businesswoman pour Madame Le Pen. Donc Madame Le Pen, elle est comme Emmanuel Macron, c'est des gens qui sont là pour l'argent. Donc les idéologies, savoir s'il y a une bonne couleur, une mauvaise couleur, une bonne religion, une mauvaise religion, des bons individus, des mauvais individus, je crois que ça, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent le pouvoir, ils veulent un bon salaire, et ils veulent pouvoir, à la limite, rester dans l'histoire, avec un grand H. Ça, c'est le grand bonus, c'est de se dire, voilà, on va rester dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a déjà la Ferrari, on a déjà l'avion personnel pour pouvoir voyager à n'importe quel moment de la journée. Rester dans l'histoire, c'est le bonus. En gros, on a l'argent, on a le pouvoir. Ce serait bien aussi d'entrer dans l'histoire, de devenir, voilà, d'être un Charles de Gaulle. Ils aiment bien de Gaulle, les politiciens. Voilà. Mais quand tu écoutes les médias, on te dit ouais, si vous votez pour un Zemmour, si vous votez pour Le Pen, attention, ça va être le Troisième Reich. Et là, tu fais attendez, mais la politique allemande, Hitler, etc., c'est compliqué. Ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Je crois pas qu'en France, on ait aujourd'hui un homme politique aussi fasciste soit-il, hein, qui soit capable de reproduire ce qui s'est passé en Allemagne. Et pourtant, on nous fait croire ça, et les gens le croient. L'Allemagne, ce qui s'est passé, c'est un cas unique dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire de l'Europe. C'est ce qui s'est passé, ce degré, parce qu'il y a eu des choses comme ça déjà, hein. Voilà, je veux dire, les Allemands n'ont pas été les premiers à tenter d'envahir le monde, hein. On a eu Alexandre le Grand, on a eu César, bon, on a eu les Romains, quoi. Mais c'est un cas unique parce que eux, ils avaient carrément une idéologie criminelle. Eux, ils décidaient que certaines ethnies ne méritaient pas de vivre au nom d'une logique absurde qui partait du constat que les hommes bien devaient être blonds aux yeux bleus, donc la fameuse race aryenne, quoi. Donc c'est une idéologie complètement folle. C'est de la folie. Je pense pas que Zemmour soit fou. Je pense pas que Marine Le Pen soit fou. Je pense que les médias en font des monstres pour nous inciter à voter pour d'autres monstres. Ça oui, ça je le pense. Je pense qu'on nous dit, ben, vous avez compris que vous aviez un banquier à la tête du pays, donc vous êtes assez malin pour comprendre qu'il ne faut pas voter pour lui, mais attention, si vous ne votez pas pour lui, alors vous allez devoir voter pour le dragon, pour le monstre en face. Et cette manipulation, c'est une manipulation presque infantile qui est assez inacceptable. Et savoir que des influenceurs ont dit à tous leurs followers, il faut voter pour Mélenchon, il faut voter, sauver le pays, etc. Alors que tu dis Mélenchon, c'est un politicien comme les autres. Enfin, c'est vrai que sur son programme, ça a l'air beaucoup mieux, son discours est meilleur. Mais rien ne dit qu'il va faire ce qu'il dit. Ça reste un politicien. Les seuls gars, en fait, finalement, qui viennent du peuple, hein, qui ont été eux-mêmes des ouvriers, c'est Poutou et Besancenot, quoi. Euh, et personne ne vote pour eux, ils ont fait des scores minables. Ce qui veut dire que les gens ne veulent pas de ces gars-là. Les gens ne veulent pas des gens qui les représentent. Le peuple ne veut pas être représenté par des gens comme eux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des gens qui savent ce que c'est que travailler. Je crois qu'il était postier, Besancenot. On ne veut pas d'ouvriers, en fait, au pouvoir. On veut des cadres, on veut des stars, on veut des banquiers. Voilà. Je crois que Zelensky c'était un influenceur, oui. Zelensky c'était un comédien, il faisait de l'humour, enfin on peut appeler ça de l'humour, je sais pas si vous avez été voir ce qu'il faisait, mais bon.
C'était un, c'est l'équivalent d'un influenceur en fait, Zelensky. Et ce mec est devenu président quoi. Donc aujourd'hui, on veut des, en fait, le président de demain, ça sera un streamer quoi. On veut ça à la présidence. C'est-à-dire qu'on veut des gens qui sont des businessmen qui veulent de l'argent quoi. C'est-à-dire que si un type se présente et qu'il a de vraies valeurs, si demain un gilet jaune se présente et qu'en face de lui il a un streamer, on va voter pour le streamer. C'est terrible hein, de penser ça. Le gilet jaune, c'est un mec qui a un boulot, qui sait ce que c'est que de tenter de vivre avec un petit salaire, qui sait ce que sont les besoins des gens qui sont tout en bas, qui sont délaissés par la politique qui est tout en haut. Et à côté, vous avez un influenceur qui lui sait ce que c'est que j'ai de l'argent, aller habiter à Dubaï parce qu'il a les moyens de le faire, qui sait que il sait ce que c'est que manipuler le public pour toucher de l'argent alors qu'il est déjà riche. Il y a des streamers qui sont millionnaires. Et les gens continuent de leur donner de l'argent, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tu peux aimer un streamer, mais t'es pas obligé de lui donner de l'argent. La logique morale, ça serait de donner de l'argent aux petits streamers pour les aider, pour les encourager à acheter du matériel, pour se développer. Mais un mec, il est déjà millionnaire, et tu lui donnes de l'argent, il y a des questions à se poser. Voilà. Et le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Si demain un streamer se présente et qu'en face de lui, il a un leader des Gilets jaunes, qui est là, le mec qui va nous parler voilà, je sais pas moi, de l'égalité entre les salaires, enfin, d'un équilibre plus juste, de cette folie de surpayer des gens voilà, comme Monsanto, Bernard Arnault, qui sont des gens qui touchent des fortunes. Alors, parce que ça n'a aucun sens, alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui meurent de faim. Donc il va vous parler de ça, et les gens vont faire oh, ils vont bailler oh. Et à côté, vous avez le streamer, il va faire hé les gars, une petite partie de LoL. Il va jouer à LoL, et puis il va perdre, il va faire non mais pourquoi je perds? Mais pourquoi? Et là, pouce, plein d'argent, ouais, il est trop drôle. Quand il perd, il s'énerve, c'est trop drôle. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ouais, Tanatana dit idiocratie qui se rapproche doucement. Moi, je suis pas d'accord en fait, Tanatana. On y est complètement, hein. Pour moi, déjà, idiocratie, quand le film est sorti, c'était déjà. À l'époque, j'avais un job. Un job normal. Et quand j'ai vu idiocratie, je me suis dit, putain, c'est dingue. J'ai l'impression de voir mon job, quoi. J'ai l'impression de voir les gens là où je travaille. En fait, idiocratie, c'est une critique parallèle du monde dans lequel il a été conçu, ce film. Et aujourd'hui, il est encore plus vrai qu'avant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les gens qui ne réfléchissent pas se sont agressés par ceux qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de bon temps. Vous savez que Zemmour, les gens qui lui tapent dessus, lui tapent pas dessus parce qu'il a des idées alarmistes sur l'immigration. Ils lui tapent dessus parce que le mec, c'est un type qui écrit des bouquins et qui parle en citant les livres qu'il a lus. Et c'est ça qui dérange. En fait, si Zemmour parlait en disant yo, ouais, voilà, ref, moi, la mif, ça passerait beaucoup mieux. Le problème, il est, encore une fois, c'est cette fameuse violence symbolique. Et cette violence symbolique qui marche, finalement, dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être une violence symbolique parce que vous avez quelqu'un qui a un statut social supérieur au vôtre, qui a des revenus supérieurs au vôtre, qui du coup vous déconsidère en tant que personne humaine. Mais vous avez aussi le contraire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont plus nombreuses et qui ont moins d'argent, qui ont moins de culture, etc., qui vont vous déconsidérer parce que vous avez plus de culture. Là, du coup, c'est la violence communautaire. C'est-à-dire que c'est le groupe qui décide. Et la minorité n'a pas voix au chapitre. Non mais y a Xo qui dit un truc intéressant, il me dit mais c'est complètement faux ce que tu racontes, Zemmour ne fait pas que citer. J'ai jamais dit qu'il ne faisait que citer. J'ai dit qu'il citait. Et ça on peut pas. Évidemment qu'il ne fait pas que citer, ça n'a pas de sens, parce que j'ai dit aussi qu'il écrivait des bouquins. S'il écrivait des bouquins qui étaient des citations, ce serait des recueils des citations, mais il se trouve qu'il écrit des bouquins, donc ce sont des bouquins historiques. Donc faut pas être non plus. Après que tu aimes bien Zemmour, ça te regarde. On a appris quelque chose sur toi, Xeko. Mais il faut accepter aussi la critique. Enfin, Zemmour il est un peu alarmiste aussi, enfin, faut l'admettre, hein. Zemmour, puis Zemmour, il est alarmiste et c'est un utopiste hein, quand même. Zemmour, tu lui donnes le pouvoir, ce qu'il annonce qu'il aimerait faire, il n'y arrivera jamais, hein. Enfin, il faut être honnête. Zemmour, on lui donne le pouvoir, il va faire quoi? Il va dire, bon allez, il va aller voir les grands pontes qui donnent de l'argent à Macron et aux autres. Il va leur dire, bon allez, on va appliquer ma politique. On va resserrer toutes les frontières en France. On va mettre de l'argent et on va faire des frontières un peu plus solides. Les mecs, ils vont regarder le budget, ils vont dire, mais t'es fou quoi? T'es fou, t'es fou Zemmour. Jamais ils feront ça. Ça coûte de l'argent. Ils le feront pas ça. L'argent, ils préfèrent le garder. Ils préfèrent continuer à monter leurs entreprises, à délocaliser, à faire fructifier leurs paradis fiscaux. Mettre de l'argent pour que la France ait de vraies frontières, non quoi. Au contraire, ils vont aller démonter les frontières pour les revendre. Ils vont les privatiser.
Donc Zemmour, il va se retrouver comme un con et il va souffrir, Zemmour. Parce qu'il va se rendre compte que toute son idéologie, qu'il lui considère comme de la belle idéologie, elle est absolument pas applicable dans le monde réel. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup, en fait, Zemmour. Voilà. Après, je le redis, hein, je préférerais discuter avec Zemmour qu'avec Macron. Hein. Zemmour, au moins, c'est une tête. Voilà. Et au moins, j'apprendrai des choses. Si je discute avec Zemmour, je partirai de là, il m'aura appris deux trois trucs sur l'histoire de France. Je n'aurais pas perdu mon temps. Macron, Le Pen, j'ai pas envie de discuter avec eux, quoi. C'est pas une question de j'ai pas envie de discuter avec eux pour ne pas entendre leur idéologie. Non, 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 je suis pas à la gauche, moi. Je suis pas, j'empêche pas les gens de parler. Hein. Non, non, qui parlent, ça, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que passer une soirée avec eux, je vais m'ennuyer, quoi. C'est Marine Le Pen, quand je l'ai vu parler face à Macron, j'ai juste halluciné. Enfin, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui n'avait aucune éducation, aucune culture. Voilà. C'est pas le cas de Zemmour, c'est pas le cas d'Onfray aussi. Onfray, quand il parle, il est passionnant. Voilà. Évidemment, ils n'ont pas toujours raison, ces gens-là, hein, parce qu'on nous sort toujours cet argument. Mais personne n'a toujours raison, hein, et Macron encore moins. Enfin, surtout Macron encore plus. Si on parle du principe que on doit écouter les gens seulement parce qu'ils ont raison, alors que fait Macron au pouvoir? Donc ne parlons pas de politique parce que ça va partir loin. Mais vous voyez, il y a des choses qui sont évidentes, mais on ne les voit même plus. Attends, je suis en train de lire, c'est un peu long là. Bah, je sais pas, je vais pas le lire. Il y a un truc, mais je comprends pas, c'est hors sujet. Donc je lis la suite. Il y a Light qui dit la politique c'est ma kryptonite. Ce qui est terrible avec la politique, déjà c'est une phrase que j'avais écrite il y a longtemps, c'est que la politique, le problème c'est que dès qu'on en parle on en fait. Et ça c'est terrible. Parce que moi je veux pas j'ai pas envie d'en faire. Mais dès que je parle en fait je donne une opinion et du coup j'en fais. Et ça c'est très, c'est très embêtant. Il y a Zo qui me dit tu dirais quoi à Zemmour sur la DB? C'est quoi DB? Ah BD. Tu dirais quoi à Zemmour sur la BD? Quel rapport? Il lit des BD Zemmour? Je suis pas au courant. Il y a Issat qui nous dit l'influence qu'a la beauté sur les gens est immense. Et Zemmour, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que Zemmour, en plus, t'as raison, hein. C'est pas faux ce que tu dis. Macron passe parfaitement bien à l'image et les gens sont fortement visuels. C'est pas faux ce que tu dis. Tu as raison. Il y a des influenceurs, s'ils étaient juste deux fois plus moches, personne ne leur donnerait le moindre type. Comment on dit d'ailleurs, le moindre sub sur Twitch. Et c'est pareil sur YouTube, quoi. Les influenceurs, tu regardes ceux qui marchent, ils ont quand même un physique, quoi. Ils sont pas forcément beaux, mais ils sont acceptables. Les influenceurs pas beaux, en général, bon ben ça marche pas longtemps pour eux, quoi. Il faut vite qu'ils se reconvertissent. Voilà. Ah d'accord, il y a Nico qui nous refait le cycle du caca de South Park. Donc je laisse passer. La Pésic me dit seras-tu capable d'améliorer l'univers de Sword Art Online? Oui, mais ça demanderait beaucoup de temps. Parce que quand tu arrives dans une maison délabrée et qu'il faut tout réparer, ça demande beaucoup de temps. Pour moi, il y a un potentiel insoupçonné et inexploité. Non, je n'ai rien d'autre à dire. Il y a Light qui dit il faudrait lui dire de lire Orion. À Zemmour? Je serais curieux de. Ça m'amuserait beaucoup, ouais, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Hein. C'est Nirki direct, hein, c'est un personnage particulier. C'est pas dit qu'il apprécie. Il y a Paisible qui cite Orion. Quand l'argent est roi, le roi sert l'argent. Ouais. En ce moment, avec Macron, c'est très vrai. Ah, il a dit que la BD c'était de la merde et qu'il fallait pas lire ça, qu'il comprenait pas. C'est marrant parce que c'est le discours qu'il y avait, c'est les vieux discours, hein, c'est le discours qu'il y avait quand j'étais gamin. Dans les années début 80, on disait aux enfants de ne pas lire de la BD parce que ça nous abrutissait et qu'il fallait lire des vrais livres. Et donc Zemmour vient de cette époque et comme on le voit, il a pas trop évolué là-dessus. Mais après, il est de 100 ans, hein, je comprends ça. C'est comme quand Legrand dit qu'il ne comprend pas l'intérêt des mangas, je comprends aussi. Il est de 100 ans, quoi. Bah, Zemmour est de 100 ans. Il y a Zenek qui dit il a pas mal parlé de la BD Zemmour, mais du manga. Je pense que tu voulais dire, mais pas du manga. Ouais, alors moi honnêtement, je lui amènerais Orion.
Et je lui dis, ah, tiens, faut que tu lises ça, Eric. Et il me dit, ah non, c'est de la BD. Ah non, moi je lis pas ça, hein. Moi je lis pas ça, c'est de la BD, ça abrutit les gens, il faut lire des vrais livres. Je lui dis, ah, mais Eric, c'est du manga, donc c'est de la BD japonaise. Il dit, et alors? Eh ben, tu as dit que le Japon c'était Zemmourland. Bah, faut que tu lises Orion, faut que tu lises du manga. Voilà. Et là, il est coincé. Et je le regardais en train de lire pour voir s'il saute pas des pages. Je dis, non, 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 Eric, je t'ai vu. Je vais le faire chier un peu. Zinex 06 dit, à moins qu'il ait aussi mal parlé de la BD, dans ce cas, je le savais pas. Bah, manifestement, il aime pas ça, hein. En tout cas, voilà, c'est ce que je viens de lire. Il y a Espace qui dit, est-ce que tu penses, comme j'entends de temps en temps sur Twitter, que tout est politique? Bah en fait oui. En fait oui, puisque, vous savez cette phrase là que je répète souvent, on dit aimer la vérité, mais on déclare vrai ce qu'on dit. Ben, ça signifie on est des animaux politiques, on est des animaux politiques. L'homme est un animal politique. Ça signifie que quoi qu'en fasse, on s'arrange pour avoir toujours le beau rôle. Vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent la gauche, non pas parce qu'ils croient dans l'idéologie de gauche, mais pour paraître des gens, pour passer pour des gens bien. Donc c'est terrible. Ça veut dire qu'en fait, dans leur tête, c'est plutôt une idéologie, on ne sait pas. Mais ils sont pas fous. Ils se disent, ah bah la gauche, on est bien vu quand on est de gauche, on va se dire de gauche. Par exemple, si vous prenez un streamer, les streamers, c'est des personnalités publiques, donc ils sont censés être populaires. Un streamer va vous dire qu'il est de gauche. Je crois qu'il y a le seul qui a eu le courage de dire qu'il était de droite, c'est le joueur du grenier. C'est un sacré courage, hein. Moi, je trouve ça assez beau, hein, quelque part. Et, euh, et donc, si vous demandez à un streamer, il va vous dire qu'il est de gauche. Mais il est sur Twitch. Et Twitch, il n'y a rien de plus à droite. Twitch, c'est Amazon. Twitch, c'est l'argent que vous versez, ça passe par Amazon, etc. Il n'y a rien de plus à droite que Twitch. Donc, vous voyez, il y a le discours, et puis il y a ce qu'on fait, quoi. Et ne sommes-nous pas davantage définis par nos actes que par nos paroles? Parce que nos paroles, on peut tricher, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire, moi je peux dire, ah, je suis de gauche, il faut sauver, voilà. Ok, je peux vous faire un pitch comme ça pendant 1 heure, mais je suis sur Twitch, là. Je suis sur Twitch, qui n'y a rien de plus capitaliste, qui est lié à Amazon, enfin, vous voyez le truc, quoi. Donc, c'est compliqué. Tiens, Exala qui dit ben voyons, c'est vrai. Le fameux ben voyons, un vrai personnage de BD. Il devait beaucoup aimer Gaston Lagaffe, mais enfin. Il a même sa phrase récurrente. Kolosai Minamino nous dit faut pas oublier le passage donc de Zemmour face à Dorothée chez Ruquier. Les mangas sont des dessins animés d'une violence inouïe avec 3 mots de vocabulaire. Bah, il a pas tort en fait. Il a pas tort en vérité. Le truc c'est qu'il faut lui expliquer que les mangas c'est pas de la BD et que c'est pas que dans le texte que le récit passe. C'est aussi dans l'image. Donc parfois avec 3 mots de vocabulaire on peut dire de très belles choses en vérité. Mais elles sont pas dites, elles sont montrées. C'est là où il y a un, C'est là où c'est compliqué. Mais il a pas lu les bons mangas aussi. Parce que lui, il est de la génération Dorothée, un petit peu, enfin, de la génération Dorothée. Puisqu'il a critiqué Dorothée, donc il parlait de ce mouvement-là. Mais le manga, ça s'arrête pas au Jump déjà. Et je suis certain qu'il y a des mangas qui plairaient à Zemmour, hein. Je suis sûr que Death Note, ça lui plairait. Je suis sûr que Death Note, ça lui plairait. Faut faire lire Death Note à Zemmour, en fait. Il y a Artalis qui dit j'ai l'impression que Zemmour veut se faire un genre, je le vois comme un provocateur. Je pense pas en fait ça. Non, je pense que Zemmour, quelque part, pour moi, c'est son point le plus fort. Je pense que Zemmour est sincère. C'est troublant, hein, mais je pense que Zemmour est sincère. Je pense que Zemmour croit en ce qu'il dit. Et je pense qu'on n'est plus habitué. Je pense aussi qu'il y a des gens qui comprennent pas Zemmour parce qu'ils sont plus habitués de voir. En fait, aujourd'hui, plus personne n'est sincère. Quand on parle, c'est pour ça que tout à l'heure on disait tout est politique. Quand on parle, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est politique, parce qu'on veut être aimé des autres. Et Zemmour s'en fout. Et ça, c'est assez troublant. Et je pense qu'il y a des gens qui arrivent pas à comprendre du coup Zemmour. Il y a Axel qui me demande peut-on aujourd'hui faire une histoire avec un personnage principal féminin qui soit imparfait et des défauts? Bah bien sûr. Bah, dans Rouillon, j'ai pas de personnages principaux en vérité. Donc tous les personnages même secondaires, ils sont pas secondaires en fait, ils sont principaux quoi. Et on a Nirki qui est sûrement un des personnages les plus principaux qui soit. Et les bons défauts, hein. Et Hirohiko Araki disait que ça l'avait mis mal à l'aise pendant longtemps d'avoir des persos féminins dans ses histoires. Ah mais ça c'est le Japon. Le Japon, ils sont très
très masculin dans leur fiction, surtout dans le manga. Et les mangas shonen, shonen ça veut dire petit garçon, tu vois, donc déjà c'est direct, hein. Ça veut dire que le Shonen Jump s'adresse aux enfants masculins, pas féminins. C'est pour ça que quand tu regardes Captain Tsubasa, bon bah t'as pas de fille quoi, hein, c'est du foot. T'as une fille et quoi, elle est de loin, elle est amoureuse de Tsubasa, on la voit de temps en temps. Elle s'appelait Patty en français. Ça, c'est lié c'est lié en fait au contexte éditorial. C'est des enfants principalement masculins qui lisent la BD, et comme les Japonais s'adaptent à leur public, hein, vous savez qu'il y a des fiches qui sont renvoyées par les lecteurs pour que l'auteur s'adapte aux demandes du lectorat. Donc du coup, bah, ils se sont rendus compte que c'était majoritairement des garçons, et du coup, bah, ils se sont orientés vers le public masculin. Mais moi, aujourd'hui, je pars du principe que la fiction ne doit pas avoir de limite. C'est-à-dire que, donc pour moi, dans la fiction, un homme, une femme, c'est pareil. Par contre, je considère aussi, à contrario, que la fiction ne doit pas sombrer dans l'idéologie. Quand je vois de la fiction qui essaie de me faire comprendre que c'est bien l'homosexualité, ou de la fiction qui essaie de me faire comprendre je sais pas, que c'est bien d'être noir, ou que la fiction essaie de me faire comprendre que c'est bien d'être, j'en sais rien moi, d'être handicapé, je trouve ça idiot. La fiction, c'est la fiction. Si que le héros soit black, handicapé, que ce soit une femme, il n'y a aucun problème. Mais par contre, s'il vous plaît, je ne suis pas idiot. L'idéologie, j'ai pas besoin de vous. Je regarde de la fiction, je la regarde pas pour l'idéologie. Si je veux de l'idéologie, je vais lire des bouquins de politique. Euh, Moi, je suis ok pour que ce soit n'importe quel personnage. Bon, c'est pour ça, j'ai pas de limite. Hein. Dans Royon, il y a presque plus de filles que de mecs. Hein. Mais je suis pas là pour donner des leçons au public. Et moi, je trouve que les œuvres qui donnent des leçons sont de très mauvaises œuvres. Si je veux qu'on me donne des leçons, je veux voir les gens dont c'est le travail de parler de ces sujets-là. C'est pas un auteur qui est là pour faire de l'argent, hein, on va pas se mentir. Hein. Faire des mangas, faire de la BD, faire de la fiction, c'est aussi pour faire de l'argent. C'est pas un mec qui fait de l'argent qui va venir me faire croire qu'il a des idéaux. Voilà, et comme on le sait aujourd'hui, les idéaux, c'est pour faire de l'argent. Si aujourd'hui il y a des boîtes si Netflix met des blacks, des homosexuels, des gens atteints de nanisme et je sais pas, et d'autres handicaps dans la même série, c'est pas juste pour dire regardez, on est ouvert. Non, c'est parce qu'ils savent que ce public est là et qu'ils veulent le garder ce public. C'est juste des questions commerciales. Mais en fait, les mecs qui sont derrière les séries, si on pouvait savoir ce qu'ils ont dans la tête, croyez-moi, ils sont pas forcément cool. Hein. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est pas une question de est-ce que c'est bien d'être noir, est-ce que c'est pas bien d'être noir, est-ce que c'est bien d'être homosexuel, est-ce que c'est pas bien d'être... Non, aujourd'hui, c'est comment faire de l'argent. Et si tu fais pas d'argent, qu'importe que tu sois black, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois... qu'importe que tu sois infirme, tu es, tu es socialement dénigré. Aujourd'hui, c'est celui qui fait de l'argent. Aujourd'hui, on peut être la pire des crapules. Si on fait de l'argent, ben, croyez-moi, elle manque pas dans les médias, hein, les pires crapules. Si tu fais de l'argent, les gens t'apprécient. D'ailleurs, il y a une époque où il y avait moins d'obscénité de la part des grands patrons. C'est-à-dire qu'on entendait moins parler d'eux. Des gens comme Bernard Arnault, des gens comme Bolloré étaient moins médiatisés. Aujourd'hui, ces gars-là essayent un petit peu de se montrer en se disant, bah, le monde a changé, on est dans un monde plus cynique, où des gamins peuvent devenir millionnaires sur Twitch et on les aime quand même, ils se disent bah si des gamins peuvent être millionnaires sur Twitch et continuer à être aimés comme s'ils étaient normaux, nous qui sommes milliardaires, on peut peut-être enfin avoir une gloire. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire ah ils ont réussi donc c'est des gens bien. Voilà. Mais le monde change. Faut voir. Peut-être que dans l'avenir, il y aura carrément si tu gagnes pas d'argent, ta tête sera mise à prix, tu vois. Voilà. Un chômeur, les mecs qui faudrait faire un film comme ça. Si t'es chômeur, en fait, à partir du moment où t'as plus de job, il y a une espèce de site où t'as répertorié tous les gars les gars qu'il faut tuer, quoi. Et il y a une prime sur leur tête. Donc si t'es chômeur, il y a une prime sur ta tête. Ça serait intéressant comme monde, ça. Et surtout comme fiction, je veux dire. Hein. Comme monde fictionnel, hein, pas dans le monde réel. Ça serait intéressant. Il faudrait raconter l'histoire d'un gars qui est au chômage et qui devient une cible, quoi, et qui essaie de s'en sortir. Ça serait intéressant. Alors qu'il y a un côté exubérant, hein, là, dans ce que je raconte, vous voyez bien qu'il y a quand même un reflet réel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est intéressante. Et Alvinsky qui me dit, j'aurais une question sur un sujet en particulier. Quels sont, selon toi, les mangas animés du genre mecha à lire, voire absolument pour leur qualité? Alors, le problème, c'est que moi, je vais te conseiller des mangas mecha ou des animés mecha euh,
qui ont culturellement apporté quelque chose, mais qui aujourd'hui sont dépassés. C'est peut-être qu'en les lisant, tu vas pas comprendre. Mais pour moi, si déjà déjà il faut connaître les mangas de Gonagai. C'est-à-dire qu'il faut connaître Mazinger Z. Il faut Grandizer, c'est pas obligatoire, hein, c'est qu'un spin-off. Mais au moins, il faut connaître Mazinger Z déjà. Ça, c'est la base. Et comprendre qu'à ce moment-là, tout ressemblait, plus ou moins, à Mazinger Z. Et là, il faut découvrir Gundam. Et comprendre que Gundam, c'est quand même l'animé, parce que je crois que c'était un animé au départ, hein. C'est l'animé qui a fait ce qu'on va appeler les super robots. Il a fait des robots des armes. C'est-à-dire que jusque-là, les robots, c'était comme des héros, en fait. Que ce soit Goldorak, Mazinger Z, vous aviez un pilote qui se mettait dans le robot, et en fait, c'était une sorte de... C'était héroïque, vous voyez, le robot, il n'était pas considéré comme une arme militaire, en fait. C'est-à-dire que c'était juste un pilote et sa machine qui affrontaient les bad guys. Et avec Gundam, en fait, le mecha est utilisé par l'armée. Donc ça devient militaire, donc ça devient réaliste. Le mecha devient un mecha outil, un mecha arme. Et ça déjà c'est une première, on n'avait jamais vu ça. Et donc Gundam, la première série de Gundam a été un choc. Après évidemment ça a continué, Gundam, ça ne s'est jamais arrêté d'ailleurs. Mais la première série est un choc dans la fiction. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça. Ensuite, il faut voir Pat Labor. Parce que dans Pat Labor, le mecha est un prétexte. C'est-à-dire que Pat Labor, ça raconte l'histoire de deux équipes. C'est deux équipes, deux brigades policières. Et la seconde section, en fait, c'est donc qui est dirigée par le capitaine Goto. Donc il leur arrive des tas d'histoires. Et en fait, les labors, donc les mechas, donc Pat Labor c'est le titre, hein, les labors c'est le nom des mechas. Les labors en fait sont très peu utilisés. Et c'est la première série qui nous dit ce sont des outils, mais ce sont des outils comme les autres. Ils n'ont pas à être forcément au centre de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont des véhicules comme des voitures de police. Quand il y a un problème, eh bien ils vont prendre leur véhicule pour aller régler le problème. Mais ce sont pas des. C'est-à-dire que pour moi, Pat Labor a été encore plus loin que Gundam. Gundam, on a fait des armes militaires, et Pat Labor, on a fait des armes du quotidien. Même pas des armes d'ailleurs, des éléments du quotidien. Et pour ça, Pat Labor a rénové quelque part, encore une fois, le genre. Donc tu vois, il faut connaître Mazinger Z, au moins, enfin, je prends Mazinger, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a Combator V, enfin, il y en a plein. Je ne vais pas tous les citer. Donc, il faut commencer par le genre Mazinger, on va dire le genre Mazinger Z. Ensuite, il faut voir Gundam. Ensuite, il faut voir Pat Labor. Et ensuite, il faut voir Evangelion. Parce qu'Evangelion, voilà, c'est encore une fois une réinvention en fait, du mecha, puisque dans Evangelion, les mechas n'en sont même plus. Ils sont quasiment humains. Et donc, c'est un coup de génie génial de la part d'Hideaki Anno. Donc, je dirais que voilà, il faut dans cet ordre-là. Et là, il faut comprendre le contexte. C'est-à-dire qu'avant de voir chaque film ou chaque série, tu vas taper Wikipédia et pas en français parce que souvent le Wikipédia français et là c'est très limité. Il faut aller voir le Wikipédia anglais, voire japonais si tu peux avoir un traducteur. Mais quoi qu'il en soit, il faut tout lire pour comprendre la raison de l'impact de Gundam par exemple dans le contexte de l'époque. Et là c'est intéressant. Bah, sinon ça l'est pas parce que Gundam ça a été pillé depuis et voir du Gundam aujourd'hui c'est pas intéressant. Voilà. Il y a trop de balles qui dit deviendrait-il un chasseur de chômeurs lui-même pour échapper à sa prime. Mais c'est ça en fait l'idée. C'est que le chômeur, s'il devient chasseur, il n'est plus chômeur, donc il échappe à la traque, mais il devient chasseur. Et il y a des gens qui refusent de tuer les autres. Tu vois, donc c'est super intéressant. Donc ça, on retombe dans ce que je vais appeler le complexe du vampire. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Vous savez, le vampire qui refuse de tuer des humains, et du coup qui se nourrit que de rats, de chats. Voilà, donc c'est le complexe du vampire en fait. C'est-à-dire que le mec il préfère rester chômeur parce qu'il n'a pas envie de tuer son prochain. Donc c'est intéressant. Et le héros justement serait un de ces complexés du vampire. C'est-à-dire que le héros refuserait de tuer les humains. Donc il essaie de trouver des jobs minables. Et on aurait des arcs où il arrive à trouver un job, mais qui serait mettant pas à temps plein, tu vois. Donc ça serait drôle. Donc 3 jours par semaine il est traqué. Et 3 jours par semaine il a un job, quoi. Ça serait intéressant. On va dire que le dimanche tout le monde se repose. Voilà, comme ça on a un jour où les chasseurs et les traqués peuvent discuter. Ce serait pas mal ça. Bref, moi je trouve qu'il y a un truc à faire avec ça. Ah, c'est une très bonne question, ça doit que Neuf me demande qu'est-ce qui pousse un mangaka riche à continuer. Qu'est-ce qui pousse un mangaka qui a déjà réussi, qui est déjà riche, à continuer de s'imposer la difficile rigueur qui est de dessiner des mangas, d'obéir à des tantos. Et c'est une question qui me taraude moi aussi. Et comme exemple, je prends toujours Toriyama. Je vous rappelle que Toriyama,
il a fait une série qui s'appelle Dr. Slump, et il a été millionnaire avec Dr. Slump. C'est-à-dire que Dr. Slump, ça a été un succès intégral au Japon, phénoménal. Il avait dû louer une énorme salle pour stocker, parce qu'il voulait garder les produits dérivés, il voulait garder une pièce de chaque produit dérivé. Et au bout d'un moment, il avait un entrepôt, quoi. Donc vous imaginez le truc, hein. Donc il était millionnaire, Toriyama, et il a fait il a continué de dessiner. Il aurait pu arrêter, hein. C'est-à-dire qu'il était millionnaire, il n'avait plus besoin de travailler, hein. Et il s'est imposé le rythme des autres mangaka, qui eux étaient même pas smicards, quoi, pour faire Dragon Ball. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que pendant des années, il a souffert comme un mangaka qui débute pour faire son Dragon Ball, alors qu'il était millionnaire. C'est pour ça que je ne supporterai jamais d'entendre quelqu'un me dire que Toriyama est un connard qui fait des œuvres commerciales. Jamais je ne supporterai d'entendre ça. Toriyama, pour moi, est un des plus grands. Qu'après le Jump, la Toei ait utilisé son bébé pour faire de l'argent, oui. Mais je le redis, Dragon Ball, ça s'arrête à Freezer. C'est Toriyama qui le dit, c'est pas moi. Toriyama, quand on lui a demandé comment on va appeler la nouvelle série de Dragon Ball, là c'était la série animée, comment on va appeler la nouvelle série animée de Dragon Ball, Toriyama a dit Dragon Ball Z, parce que Z, c'est la fin. Et Dragon Ball Z, c'est pour Freezer. Voilà, le Z, et Freezer meurt, donc le Z s'arrête. Voilà. Il y a Issat qui me demande, t'as déjà vu l'animé Vampire Hunter D? Oui, la preuve c'est que tu me dis Vampire D, moi je rajoute Hunter. Donc oui, j'ai même lu les romans, pas tous, j'en ai lu quelques-uns. J'ai vu des artbooks avec des dessins, dont Amano. Et tu me dis, je le trouve fou, surtout la toute fin. Mais lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Moi, à l'époque, en fait, j'ai vu les deux il y a très longtemps, mais j'avais oublié le second qui est magnifique, parce qu'il est réalisé par Yoshiaki Kawajiri. Donc c'est sûrement celui dont tu me parles. Mais il y a un vieux aussi. Il y a un vieux Vampire Interdit qui est. Où à mon avis, c'est le studio qui faisait Hokuto no Ken. Dans le style, je ressemble, c'est très très vieux. Et qui est pas inintéressant pourtant. Mais oui, par contre, le second, il est magnifique, hein. Il est très très beau à voir. Et il faut le voir au moins pour ça. Et ce qu'il raconte n'est pas très intéressant. Mais il est magnifique. Voilà. Mais c'est du Yoshiaki Kawajiri. Et je vous le rappelle, si vous aimez, pour ceux qui ont aimé Vampire Interdit, pour toi, hein, Isat, si tu aimes Vampire Interdit, intéresse-toi à tout ce qu'a fait Yoshiaki Kawajiri. Parce qu'il a fait Cyber City Oedo 808, qui est très bien. Il a fait La Cité Interdite, qui est un hentai gore, qui est assez intéressant. Enfin, c'est pas gore, non. Tu sais, c'est assez hentai, mais c'est un hentai d'épouvante, c'est un peu particulier. Il a fait Jubei Ninpucho, qui s'appelle en France Ninja Spirit ou Ninja Scroll. Ouais, Jubei Ninpucho. C'est génial, Jubei Ninpucho. Imagine, c'est la qualité de Vampire Interdit, mais c'est avec des ninjas et des samouraïs. Et c'est violent, hein. Hyper violent. Voilà, là c'était dans les années 80-90. Donc on a des samouraïs qui se font trancher les bras, arracher la tête. C'est superbe. Jubei Ninpucho. C'est Ninja Scroll en français. Et il en a fait d'autres. Et après, il a commencé à travailler pour les Américains, hélas. Je crois qu'il a fait un anime qui s'appelait Highlander. Il a travaillé pour des grosses licences américaines. Et du coup, il s'est un peu dilué et on le voyait moins. Mais c'est un mec super doué, hein, Yoshiki Kawajiri. Et c'est parce qu'il propose Dragon Ball Z, Dragon Ball Zemmour. Super. Voilà. Arrêtez, vous êtes en train de faire de la pub. Vous savez que là, vous faites de la pub pour Zemmour, hein. Chaque fois que vous dites Zemmour, ça lui fait de la pub, hein, je vous préviens. Voilà. C'est ça le problème, c'est que dès qu'on parle de quelqu'un, même si c'est en mal, on le fait connaître. Et ouais. Ah, Paisible repose sa question. Serez-vous capable de suivre le rythme de prépublication du Shonen Jump et tout ce que cela implique? Seriez-vous capable de suivre le rythme de prépublication du Shonen Jump? Bah oui, je pense que oui. Je pense que le rythme de publication et la lecture, oui. C'est plus difficile d'être mangaka, c'est-à-dire de suivre le rythme en dessinant. Ah, c'est peut-être ça ta question d'ailleurs. Seriez-vous capable de suivre le rythme de publication du... Oui, d'accord, tu veux dire, Enaibi et moi, donc pour Orion, serait-on capable de dessiner pour le Jump? D'accord, excuse-moi, je comprends mieux ta question maintenant. Euh, alors, je pense que oui, mais pas en l'état actuel. C'est-à-dire que je pense que oui, mais pas avec le niveau qu'Enaibi a actuellement. C'est-à-dire il faudrait s'adapter en termes de style. Déjà, elle utilise des trames. NIB, moi si j'étais son Tanto, mettons que je sois le Tanto de NIB pour le jump, d'accord? Déjà je lui interdis les trames, donc elle va faire la gueule, hein. Et je lui interdis les trames, ça prend trop de temps de faire les trames. Je lui trouve des assistants qui lui font les décors, pour qu'elle gagne du temps, et je vais au maximum faire en sorte qu'elle se préoccupe surtout de faire la narration graphique. C'est que pour moi, il faut c'est là-dessus qu'elle doit se perfectionner, il faut qu'elle fasse ça. Et donc moi j'écris le scénar, voilà. Et donc il faut que les assistants fassent l'ancrage et les décors, et c'est jouable.
En gros. En gros, si on a quelques assistants, ça me paraît jouable. Mais par contre, voilà, le tramage, à mon avis, il faut lui dire au revoir. Il y a des choses sur lesquelles il y a des choses qu'il faudra renier, en fait. Tout simplement. Mais tout est faisable. Il y a PVX Kubo qui vient d'arriver. Il arrive, et tu arrives pile quand il faut parce que je cherchais une question, il n'y a plus de questions. Donc il y avait un silence. Donc là, du coup, je peux vous parler en vous disant PVX Kubo vient d'arriver. Il nous dit hello tout le monde. Hello PVX. Il est 48, encore 10 minutes. Alors pourquoi seulement 10 minutes? Parce que à 14 heures sur Patreon, je mettrai le lien carrément là sur le chat. Sur Patreon, il y a ma nouvelle objection qui sera disponible pile à 14 heures. À 14 heures, vous pourrez m'écouter. Donc vous pourrez en fait abandonner le live et passer directement sur Patreon. Donc je mettrai le lien et aller voir la nouvelle objection. Donc là, par contre, je pourrais, vous voyez, j'ai trouvé un moyen en fait. Là, je pourrais pas continuer. Voilà, donc il nous reste vraiment 12 minutes exactement. Zwok me demande si mon manga sera un jour publié au Japon, manifestement. Et bah, j'espère, ouais, on verra. Ce serait bien. Busy me dit les contraintes concernant le scénario. Pour moi, il n'y a pas de contraintes concernant le scénario. Moi, je peux écrire très très vite et tout le temps. Donc il n'y a aucun souci. Moi en plus j'ai beaucoup d'idées donc du coup je les stocke. Donc j'ai des pages et des pages et des pages et des pages d'avance. Donc pour le texte il n'y a aucun problème. C'est plus pour le dessin. Le dessin c'est très très lent. Que penses-tu de 20th Century Boy sans spoil si possible? J'aimais bien alors d'abord j'adore la narration de Urasawa. Je trouve que Urasawa pour moi est un des meilleurs mangaka qu'on ait à l'heure actuelle. En termes de narration c'est un des meilleurs. Je trouve que c'est hyper fluide, c'est agréable à lire. Il est très très bon. Ce ton seinen, il a un ton senenesque, mais en même temps qui est amusant à lire comme un shonen. Je sais pas comment l'expliquer. Pourtant, c'est pas forcément dynamique, mais c'est pas ça. C'est il sait faire les bonnes cases. En fait, il sait représenter les bonnes frames. Voilà, je trouve ça très agréable. Maintenant, Urasawa, il y a un petit souci pour moi, c'est qu'il sait pas faire les fins. C'est-à-dire que ses fins ne sont pas bonnes. Que ce soit Monsters, que ce soit 20th Century Boy, les fins sont pas à la hauteur de tout ce qu'il a raconté avant. Donc 20th Century Boy, c'est cool à lire avant la fin. Voilà. J'ai vu un animé hier qui s'appelle Ride Your Wave, qui est réalisé par le studio Saru et donc animé par un certain Yuasa. J'en parlerai dans ma prochaine objection, la 128. Et c'est un animé qui a le même problème, c'est-à-dire que c'est un animé qui est excellent. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, je l'ai même trouvé meilleur que Your Name. Et puis, et puis la fin, il se passe un truc, quoi. Voilà, mais on en parlera. Il y a Issat qui dit j'étais chaud jusqu'à 18 h. Ah bah oui, désolé mon grand. Mais tu pourras passer sur Patreon. Et Patreon, c'est pour on part pour plus de 5 heures. Donc avec Patreon, du coup, on sera là, je serai là avec toi jusqu'à plus de 19 heures. Et en plus, il y aura de la musique. Sur Patreon, j'ai carrément sélectionné des morceaux. Il y aura des extraits d'un doubleur qui parle, qui s'appelle Eric Legrand. Il y aura des extraits de sa voix dans certaines œuvres. Voilà, on pourra l'entendre dans Gremlins, par exemple, dans Pulp Fiction. Voilà. Et tout ça pendant 5 heures. Donc, même plus de 5 heures, il me semble. Donc voilà. Du coup, je vous lâcherai pas, on va être à 14 heures. Je vous mettrai le lien là directement sur le chat et on pourra. En fait, on se quittera pas en vérité. On fera une transition. Kurasai Minamino, la grande question, quelle sera la capsule cette fois? Bonne question, et j'essaie de m'en souvenir. C'est un vieux film. C'est un vieux film qui m'a marqué, mais méchamment. C'est le film qui m'a poussé à me mettre à la mythologie grecque. C'est-à-dire que je me suis mis à lire de la mythologie grecque, à m'intéresser à la mythologie grecque à cause de ce film. C'est un film qui date des années 30 ou 40, pour vous dire. Hein. C'est très vieux. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Quand je le revois encore aujourd'hui, je suis toujours impressionné. Vous voyez, à titre de comparatif, Star Wars, c'est 77. Donc il a dû être fait 20 ou 30 ans avant Star Wars, vous vérifiez. Et ce film est incroyable. Et les effets spéciaux, c'est un certain Ray Harryhausen. Et on l'appelle le dieu des effets spéciaux. Ce type, il a propulsé la stop motion dans des contrées inexplorées à ce moment-là par les effets spéciaux. Donc il faut absolument le voir. C'est un film incontournable. Et en plus, c'est de la mythologie grecque. Voilà. Et vous verrez, je vous dis pas le titre, vous découvrirez. Mais c'est pas le choc des titans, qui est beaucoup moins bien, et qui a été fait 10 ou 20 ans après pourtant. Ce n'est pas le choc des titans. Il y a un sur 10 qui me demande, d'après toi, il penserait quoi de Orion, les Tanto du Jump? Je pense qu'on se mettrait méchamment sur la gueule. Pour être honnête, hein.
Je pense qu'on se... Franchement, je pense qu'à chaque fois que je sortirai un volume, on m'enverra une Time to Jump, et comme il aurait l'habitude d'avoir affaire à moi, parce que ce serait mettons le volume 5, il saurait ma façon de travailler, il parlerait pas, il me ferait un geste très poli japonais, il y a un ring, je monterais sur le ring, il mettrait des gants de boxe, je mettrais des gants de boxe, et on se mettrait sur la gueule. Voilà. Et je pense qu'à la fin, il ferait quand même ce que je lui dis. Et il me dirait, mais comment c'est possible? Il me dirait que tu arrives à me battre. Il me dit alors que tu es plus vieux que moi, alors que moi je fais de la boxe, pas toi. Et je lui dirais, c'est parce que moi je suis prêt à mourir pour que mes idées restent telles quelles, donc qu'elles soient respectées. Voilà. Et pendant que je lui dirais ça, on entendrait le générique de Senseiya. Nani nana, nana nana. Je vous rappelle que Senseiya, c'est des personnages qui sont moins forts que les pseudo-antagonistes, mais parce que leur cause est juste, ils arrivent à aller plus loin. Mais je vous rappelle quand même que ce sont des fanatiques religieux. Hein. C'est pas des chevaliers, ce sont des saints. Bon, déjà la chevalerie, hein, les chevaliers obéissent au roi, et le roi c'est la voix de Dieu. Hein. Mais les saints c'est encore plus fort. Voilà, les saints c'est presque des prêtres, quoi. Vous voyez, c'est des paladins en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est des chevaliers au service d'Athéna, au service des dieux. Donc c'est des religieux en fait. C'est des fanatiques, les chevaliers du zodiaque. C'est intéressant ça. Ça m'étonne que personne ne l'ait encore. Moi, si on me proposait d'écrire quelque chose sur Senseiya, je l'utiliserais à mort. Et ça m'intéresse beaucoup en fait ce sujet-là. Aaron me demande est-ce que tu penses que la personne qui a fait Better Call Saul avait tout écrit avant de faire Breaking Bad? Non. Je te réponds direct, bien sûr que non. Même dans Better Call Saul, il y a des petits trucs, tu vois, que ça a été ajouté au dernier moment. Je suis impressionné par la cohérence des détails des dialogues de Better Call Saul, donc de bébé. C'est quoi, Breaking Bad par rapport à Better Call Saul alors que c'est sorti après. Ah oui, en termes de scénario, Breaking Bad est beaucoup plus carré. Ça c'est vrai. Il est mieux écrit. Mais pourquoi? Parce que Better Call Saul est assujetti à Breaking Bad. Breaking Bad était libre. C'est-à-dire que Breaking Bad, Vince Gilligan, il était libre quand il écrivait Breaking Bad. Parce qu'il n'y avait pas d'œuvre avant Breaking Bad. C'est-à-dire qu'il a inventé tout avec Breaking Bad. Alors que Better Call Saul, c'est très compliqué à écrire, Better Call Saul. Parce que Better Call Saul, c'est une sorte de. C'est un peu un spin-off, c'est un peu une préquelle, c'est même un peu une mid-quelle, puisqu'à des moments ça se passe après. Sur la fin d'ailleurs, c'est marrant, on n'arrête pas de jouer avec ça. Mais en fait, en termes d'écriture, Breaking Bad est solide. C'est beaucoup plus difficile d'écrire Better Call Saul. Mais il y a des gens qui préfèrent Better Call Saul parce que Better Call Saul est plus humain que Breaking Bad. Moi, je préfère Breaking Bad. Par contre, je dirais un truc, c'est que ce soit Breaking Bad ou que ce soit Better Call Saul, euh, il y a ça peut choquer les fans de Breaking Bad, mais la fin de Better Call Saul est meilleure que celle de Breaking Bad. Breaking Bad, hein, je vous rappelle, à la fin, on a un personnage qui gare une voiture à côté d'un endroit où il va discuter avec des bad guys. Il fabrique une mitrailleuse dans le coffre arrière en mode l'agence touriste. Donc d'un coup, là, la fiction, elle perd 30 ans de crédibilité. Vous voyez, ça revient de 30 ans en arrière. Et voilà. Et il arrive à flinguer tous les mecs avant de disparaître lui-même. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas terrible. Et ben, Better Call Saul ne fait pas cette erreur. La fin de Better Call Saul est subtile. Et ben, ça prouve que Vince Gilligan, il a grandi tout simplement. Il a grandi. Il est moins jeune. Je sais pas, il y a peut-être 10 ans qui sont passés entre les débuts de Breaking Bad et au moins 10 ans et à la fin de Better Call Saul. Vince Gilligan est devenu meilleur, tout simplement. Voilà. Alors, heureusement parce que moi je trouvais que le début de de Better Call Saul était pas terrible et ça s'améliore à chaque saison. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le fait qu'il soit devenu meilleur, Vince Gilligan, qui m'a rendu du coup Breaking Bad plus acceptable. Parce qu'au début j'avais du mal et à la fin en fait j'ai adoré. Donc il y a Vinsky qui tente, qui me dit Jason les Argonautes, bah tu verras. Je peux pas te le dire. Je vais pas spoiler. Il est 57 plus que 3 minutes. Donc je vais vous lire une phrase et on va se quitter. Donc je vais. Alors attendez, je regarde le chiffre de la dernière phrase, c'est 840. Je vais tout seul, comme ça, proposer. Ah, je vais faire mieux que ça. Il y a OKB90 qui me dit 14 ans entre le premier épisode de Breaking Bad et le final de Better Call Saul. 14 ans. Donc il a dit le chiffre 14, du coup je vais prendre la phrase 14. On va faire ça. Puisqu'il y a un chiffre qui apparaît devant moi, donc la phrase 14. Donc je vous lis la phrase 14.
Donc je vous rappelle que cette phrase provient de mon livre Pensée laconique. La vérité est un mensonge qui nous plaît, que vous pouvez récupérer sur Amazon en version papier ou en version des maths. Donc l'école est une forge qui se contente de structurer vos sens. Il ne tient qu'à vous de les aiguiser. Je vous la relis. L'école est une forge qui se contente de structurer vos sens. Il ne tient qu'à vous de les forger, de les aiguiser, pardon. Donc du coup je la relis. L'école est une forge qui se contente de structurer vos sens. Il ne tient qu'à vous de les aiguiser. Voilà. Donc ça signifie que l'école va vous apprendre la discipline. L'école va vous apprendre à être à l'heure. L'école va vous apprendre à ne pas répondre à un adulte. L'école va vous apprendre à vous fondre dans le moule. C'est-à-dire que quand vous êtes en groupe, vous devez faire comme les autres. Si vous voulez développer votre intelligence, c'est pas à l'école que vous le ferez. Ça sera dans une bibliothèque, ça sera sur internet, avec de la doc. Ça sera ailleurs. Voilà, donc l'école va vous apprendre à être quelqu'un de respectable auprès des autres, quelqu'un de poli, quelqu'un qui arrive toujours à l'heure. Ça, c'est l'école qui va vous l'apprendre. L'école va vous apprendre à être souple, à accepter les ordres. Si vous voulez être intelligent, mais intelligent, ça ne veut rien dire, hein. Si vous voulez développer une capacité critique, c'est à l'extérieur de l'école que ça va se passer. Voilà ce que la phrase vous dit. On va se quitter, mais je me lève. Ouais, vous m'entendez là, je suis comme avec une caméra portée, sauf que là c'est le casque que j'ai sur la tête. Je vais sur mon Mac là, carrément en fait. Je fais un copier-coller. Je vous raconte tout. Je vous envoie un petit message là, voilà, qui sera là sur le chat. Ici, je sais pas comment on fait pour faire mettre les messages en brillance ou autre. Est-ce qu'il y a moyen de, j'en sais rien. Alors je vais mettre un petit smiley à côté. Voilà. Je vais vous envoyer l'adresse de mon Patreon. Et maintenant, le stream continue sur Patreon en fait, puisque pendant 5 heures, on va parler de comédie du doublage, hein, donc les doubleurs, on va parler du coup de Senseiya, de Dragon Ball, on va parler d'Eric Legrand principalement. Donc voilà, vous savez où aller pour continuer d'entendre ma voix. Voilà, puis là, donc il est 14 heures, donc ça y est, l'objection est disponible. J'espère qu'elle vous plaira, je crois que c'est la 127, voilà, elle fait plus de 5 heures. Voilà, je suis content de ce que j'ai fait, voilà. J'ai bien travaillé, il y a beaucoup d'extraits, elle est elle est très agréable. Voilà. Je vous rappelle que la première moitié, vous l'aurez plus tard sur YouTube, donc ça doit être 2 heures. Et c'est les 2 heures où je parle principalement de cinéma, de films, voilà. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Commencez déjà à vous souhaiter tous un bon dimanche et au revoir. Je vais couper ici, voilà, ne faites pas de bêtises, soyez sages. Mangez sainement, hein, donc pas trop d'huile, pas trop de chocolat, pas trop de sucre, pas trop de sel. Voilà, soyez modérés en tout ce que vous faites. Voilà, la modération, c'est la vie. Bon, je crois voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous rappelle qu'Orion avance toujours. La semaine prochaine, je vais corriger les bleus, donc ce qui signifie qu'on va attaquer l'ancrage. Ouais, on a rallongé les bleus, ça faisait un moment on devait attaquer l'ancrage, mais en fait là on s'y met carrément. Donc on attaque le sprint final sur Orion, mais c'est un sprint final qui est long. En général, c'est l'étape la plus longue. Donc voilà, mais voilà, la semaine prochaine, j'aurai la tête d'Orion, je vais devoir beaucoup corriger. Donc excusez-moi si je n'en réponds pas toujours. Je sais que certains d'entre vous m'écrivent parfois. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Parfois je suis un peu pris. Mais j'essaie de faire l'effort de répondre au maximum de personnes. Voilà. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir tout le monde.